Un jeune garçon nommé Alec était occupé à pêcher au bord du lac lorsqu'un homme étrange s'approcha soudainement de lui et lui demanda s'il aimerait apprendre la magie. L'offre semblait trop belle pour être refusée, alors dès lors, Alec passa toutes ses journées à s'entraîner avec Elda pour devenir mage. Un jour, Elda enseignait à Alec comment utiliser la magie du feu au cas où il aurait besoin de protéger quelqu'un, et c'était un peu plus compliqué que ce à quoi Alec était habitué, mais il finit par comprendre. Il était un peu déçu d'avoir mis une journée entière à maîtriser la magie du feu, mais Elda lui rappela que la plupart des gens devaient étudier pendant un mois entier pour accomplir ce qu'il venait de faire en une seule journée, et qu'il pouvait donc être fier de lui. Alec voulait en apprendre davantage, alors il demanda à Elda de continuer à lui enseigner, mais celui-ci répondit qu'ils en avaient fait assez pour aujourd'hui et suggéra plutôt qu'ils aillent pêcher jusqu'à ce qu'il soit l'heure pour Alec de rentrer chez lui. Alec finit par accepter de faire une pause, mais il n'en est pas ravi, car il veut apprendre la magie le plus rapidement possible. Elda rit et dit à Alec qu'il a un talent incroyable pour la magie, et que même si Elda n'avait pas commencé à l'entraîner, il est sûr qu'Alec serait devenu un mage exceptionnel tout seul. Si tel est le cas, Alec demande alors pourquoi Elda s'est donné la peine de lui enseigner la magie, et Elda a ses raisons, mais avant qu'il n'ait pu expliquer quoi que ce soit, un poisson a mordu à l'hameçon et a commencé à tirer sur la ligne, alors lui et Alec ont immédiatement abandonné la conversation et ont essayé de le remonter de toute leur force. Le lendemain, l'entraînement d'Alec se poursuit, et cette fois, Elda lui a apporté un livre de magie à lire. Mais pour Alec, c'est plus déroutant que lorsqu'ils ont commencé à ajouter des lettres aux mathématiques, et il lui faut donc un certain temps pour comprendre. Au cours des mois suivants, Elda prend le temps de lui expliquer toutes les formules magiques, et petit à petit, il finit par les comprendre. Cependant, au printemps de l'année suivante, alors que le moment était venu de commencer leur séance d'entraînement habituelle, Elda arrive avec une mauvaise nouvelle. Il dit qu'il doit bientôt quitter la capitale et qu'il ne pourra donc plus former Alec, mais avant de partir, il veut donner un conseil amical à son élève. Avec son talent, Alec pourrait facilement devenir magicien de la cour s'il le souhaitait, mais Elda lui dit que si quelqu'un lui proposait ce poste, il devrait le refuser immédiatement, car cela ne vaut pas la peine. Il se retourna alors pour partir, mais avant qu'il ne s'en aille, Alec avait une dernière question à lui poser. Pourquoi Elda avait-il choisi de lui enseigner la magie? Elda expliqua qu'il l'avait fait parce que la mère d'Alec lui avait rendu un immense service de son vivant, et qu'il voulait lui rendre l'appareil en s'occupant de son fils. Plusieurs années plus tard, Alec est désormais étudiant à l'Académie royale et vient de trouver un ancien annuaire de l'école. Il le feuillette et tombe sur la section consacrée à Elda. Comme prévu, Elda était le meilleur élève de sa promotion à l'époque et il est devenu magicien de la cour peu après, mais pour une raison quelconque, il a fini par être banni du royaume, ce qui explique probablement pourquoi il a été contraint de quitter Alec à l'époque. À ce moment-là, Alec décide que la meilleure chose à faire est de devenir magicien de la cour afin de changer l'opinion de la cour impériale et de pouvoir ainsi rembourser la gentillesse d'Elda, oubliant complètement que c'est exactement ce qu'Elda lui avait demandé de ne pas faire. Un peu plus tard, nous voyons Alec se faire bannir, tout comme Elda. Alec avait rejoint le groupe des héros, composé du prince héritier, Regulu, d'une magicienne nommée Leni et d'un chevalier nommé X, mais alors qu'ils étaient en pleine mission, Regulu lui annonce qu'il est renvoyé. Alec ne comprend pas pourquoi Regulu veut soudainement se débarrasser de lui, alors il lui explique qu'en tant que prince héritier, son travail consiste à être en première ligne avec son épée. Leni est censé repousser les ennemis avec sa magie, et X bloque les attaques ennemies pour le groupe, mais tout ce qu'Alec fait, c'est rester à l'arrière et lancer des sorts de soutien comme la défense ou l'amélioration. Alec tente de faire valoir qu'il a une raison importante pour agir ainsi, mais Regulu l'interrompt et lui dit que quelqu'un qui ne sait utiliser que la magie de soutien est trop pathétique pour faire partie du groupe de héros. Gardez à l'esprit qu'Alec n'a jamais voulu rejoindre ce groupe stupide, mais après être devenu magicien de la cour, le prince lui a ordonné de le faire et il ne pouvait pas refuser un ordre royal. Leni et X se joignent à eux et commencent à traiter Alec d'inutile, mais c'est le prince qui est vraiment inutile ici. Il a littéralement instauré une règle interdisant aux roturiers comme Alec de porter des armes, simplement parce qu'il ne veut pas que quelqu'un d'autre lui vole la vedette. Alec tente de lui expliquer qu'il pense qu'il est important que tous les membres du groupe soient armés et préparés en cas d'urgence, mais le prince n'a pas eu une seule pensée intelligente depuis des années, il ne tolère donc pas un libre penseur comme Alec. Il lui dit qu'il n'a plus besoin de lui et qu'il ferait mieux de rentrer chez lui. Alec se retrouve alors à remettre en question ses choix de vie, car il n'avait pas signé pour se faire insulter par un homme-enfant ingrat. Jusqu'à présent, Alec avait déployé des efforts incroyables pour compenser la stupidité de Regulu, sans quoi celui-ci serait mort depuis longtemps. Mais même après avoir été renvoyé, il voulait toujours aider autant que possible, alors il rédigea quelques schémas d'attaque de monstres et des stratégies à l'intention de Regulu pour sa prochaine incursion dans le donjon. Cependant, alors qu'il se rendait au château pour remettre la lettre, il a soudainement été arrêté à la porte par les gardes. Ils l'ont informé qu'il avait été déchu de son titre de mage de la cour et qu'il n'avait donc plus le droit d'entrer dans le château. C'est alors que Leni arrive, et elle est là uniquement pour se moquer de la situation malheureuse d'Alec, car elle l'a toujours détesté.
Il a été couvert d'éloges lorsqu'il a obtenu son diplôme de l'Académie de magie et établi un nouveau record dans le donjon, et elle est jalouse de lui depuis le premier jour. Après s'être moquée de lui, elle se retourne pour partir, mais Alec la supplie de bien vouloir au moins remettre cette lettre au roi pour lui. C'est le roi Fergus qui lui a ordonné de rejoindre le groupe de Regulu, donc pour le bien de Regulu, il est important que le roi lise cette lettre. Cependant, Lenny se moque éperdument de la stupide lettre d'Alec, alors elle la déchire en morceaux devant lui et ordonne aux gardes de le mettre dehors. Cela fait 4 ans qu'Alec a obtenu son diplôme et est devenu magicien de la cour, et il a fait de son mieux pour régler les problèmes de la cour impériale, mais au final, il n'a rien pu changer. À ce moment-là, Alec entend une voix familière l'appeler par son nom. Il se retourne et aperçoit Yora, une vieille amie, qui se tient là. Elle court vers lui pour le serrer dans ses bras lorsqu'elle réalise que c'est bien lui, puis il s'assoit près du canal pour discuter. Alec lui explique tout ce qui lui est arrivé depuis leur dernière rencontre, et elle s'écrie qu'elle ne supporte pas le royaume de Galdana, car les nobles ne cessent de discriminer les roturiers. Alec est d'accord avec elle, mais il lui demande de se calmer, car cela pourrait causer des problèmes si quelqu'un venait à entendre ses propos. Elle lui répond que ce n'est pas grave, car il n'y a personne d'autre dans les environs pour l'entendre. Concernant la situation actuelle d'Alec, elle se sent mal pour tout ce qu'il a dû endurer, mais elle est en réalité contente qu'il ait été expulsé du groupe du prince, car cela signifie que rien ne l'empêche désormais de rejoindre un nouveau groupe. Sur cette note, Yora demande à Alec s'il serait prêt à venir explorer des donjons avec son groupe. Alec lui demande si elle est vraiment d'accord pour recruter quelqu'un comme lui, mais elle sait mieux que quiconque qu'Alec est une bête en matière de magie, et qu'il n'y a donc personne d'autre aussi qualifié que lui. Entendre quelqu'un reconnaître enfin sa force fait monter les larmes aux yeux d'Alec, qui se lève et dit à Yora qu'il serait ravi de rejoindre son groupe. Le lendemain matin, les deux amis se mettent en route pour la ville de Fizizel, et Alec repense à ce qu'Elda lui a dit au sujet d'éviter la cour impériale et à quel point les choses auraient été plus faciles pour lui s'il avait simplement suivi son conseil, mais il ne peut plus rien changer au cours des événements. Pendant ce temps, dans la capitale, Regulu vient d'apprendre qu'Alec a quitté la ville et le traite de piètre mage. Il n'avait forcé Alec à rejoindre son groupe que parce que tout le monde le considérait comme un prodige de la magie, mais il détestait avoir un roturier dans son équipe, il est donc ravi de s'être débarrassé de lui. Lenny ajoute qu'ils peuvent désormais trouver un remplaçant issu d'une lignée noble et que, sans un imbécile incompétent comme Alec pour les ralentir, Regulu deviendra célèbre pour avoir terminé un donjon plus rapidement que quiconque. Quelques jours plus tard, Alec et Yora arrivent dans la ville de Fizizel, et elle commence à lui raconter à quel point cet endroit est merveilleux, car il ne fait aucune discrimination envers les roturiers et constitue le point de départ idéal pour un groupe d'aventuriers. Cela dit, Yora se souvient qu'ils doivent encore inscrire Alec comme aventurier, alors elle l'emmène à la guilde pour qu'il puisse commencer. Malheureusement, lorsqu'ils entrent, la réceptionniste informe Alec qu'il ne remplit pas les conditions requises. Il faut une licence spéciale pour dépasser le niveau 30 dans un donjon, et il faut être inscrit à la guilde depuis au moins 2 ans pour pouvoir obtenir cette licence. Alec ne pourra donc pas l'obtenir avant un certain temps. Yora demande s'ils peuvent faire une exception pour lui, mais la réceptionniste répond qu'elle ne peut pas changer les règles. Yora n'arrive pas à croire ce qui se passe, même si elle a envoyé son amie Kesha demander une autorisation spéciale avant leur arrivée, mais il s'avère que Kesha a été incroyablement impolie avec la réceptionniste et qu'ils n'obtiendront donc aucune faveur de sa part avant longtemps. Yora est vraiment déçue, car son groupe a déjà atteint le 52e étage du donjon, et ils ne pourront pas progresser davantage avec Alec avant qu'il n'obtienne son permis dans 2 ans. Elle se rend compte qu'il ne sert à rien de se plaindre maintenant, alors elle dit qu'il devrait simplement se concentrer sur les endroits où Alec est autorisé à aller en attendant. Il n'a pas besoin de laisser passer pour accéder aux zones au-dessus du niveau 30, ils ont donc encore beaucoup à explorer en tant que groupe, et elle veut qu'il profite de son séjour ici. Plus tard dans la journée, Alec et Yora se rendent dans l'un des donjons et sont actuellement confrontés à un essaim de frelons rouges. Yora lui lance un sort d'amélioration afin qu'il puisse éliminer quelques frelons, mais cela ne fait qu'une petite brèche dans leur rang. Elle ne comprend pas pourquoi les choses sont devenues si difficiles si rapidement, car le niveau 2 n'avait jamais été aussi difficile à franchir auparavant, mais Alec pense que quelque chose a dû arriver au nid de frelons, ce qui explique pourquoi ils sont tous dans un état de frénésie en ce moment. Yora érige un bouclier défensif et charge les sèmes, mais Alec lui conseille de rester en retrait, car il serait beaucoup plus sûr de maintenir leur position et d'éliminer les frelons un par un. Yora lui crie qu'il doit se souvenir de ce qu'il était avant de devenir magicien de la cour. À l'époque, un essaim de frelons comme celui-ci n'aurait pas fait le poids face à lui. Il réalise maintenant qu'il n'a plus besoin de se retenir pour éviter de blesser l'ego du prince, et qu'il est donc libre d'utiliser autant de magie qu'il le souhaite. Il cesse de se retenir et utilise une magie d'attaque pour brûler quelques frelons. Une fois qu'il a rejoint Yora, il utilise un sort de foudre à large portée pour carboniser les insectes restants. Cependant, alors que la bataille semblait terminée, un ver de terre géant émerge du sol et attrape Yora. Cette créature doit être la raison pour laquelle les frelons se comportaient de manière si étrange auparavant, et elle va certainement dévorer Yora s'il ne fait pas quelque chose rapidement.
Il doit donc agir vite. Il a un plan en tête, mais pour s'assurer qu'il fonctionnera, il lui demande si sa magie défensive est toujours aussi puissante qu'à l'époque où ils étaient à l'académie. Elle lui répond en lui demandant si sa magie offensive est toujours aussi puissante que dans ses souvenirs. Ils ont tous deux confiance en leurs capacités respectives, alors Alec commence à lancer son sort de tornade de feu, engloutissant complètement le verre dans un torrent de flammes. Yora est également prise dans les flammes, mais Alec sait que ses boucliers sont plus que suffisants pour la protéger de flammes d'une telle intensité, il n'a donc pas à s'inquiéter. Une fois Yora de retour au sol, elle dit à Alec que sa magie est toujours aussi incroyable qu'avant et qu'elle a hâte de retrouver le reste de l'équipe pour s'amuser comme au bon vieux temps. Avant d'obtenir son diplôme, Alec faisait partie d'une équipe légendaire d'étudiants, composée d'Ornest, le guerrier de génie, de Krasia, l'archer de génie, de Yora, le mage de soutien de génie, et d'Alec, le mage d'attaque de génie. Le jour de la remise des diplômes, ils venaient de battre le record absolu du donjon en terminant le 68e étage, ce qui leur avait valu les meilleures places au classement de l'académie. Mais alors qu'ils rentraient chez eux à pied et discutaient de leurs projets d'avenir, Alex s'est soudainement arrêté et a annoncé à ses amis qu'il avait en fait l'intention de devenir magicien de cour. Ses amis ont été déçus d'apprendre cela, en particulier Ornest, car si Alec les avait rejoints, ils auraient pu former le groupe d'aventuriers le plus puissant qui soit, mais il respecte la décision d'Alec car il sait qu'il doit avoir une bonne raison. Mais avant de se séparer, Yora fit clairement comprendre à Alec qu'elle n'avait pas renoncé à le recruter et qu'elle lui ferait une offre dès qu'il serait disponible. Cela nous ramène au présent, où Yora accueille officiellement Alec dans le groupe et pour fêter cela, lui offre un copieux dîner. Cependant, elle ne supporte pas très bien l'alcool, et après une chope de bière, elle devient agressive et peut à peine rester debout. Il ne faut pas longtemps avant qu'elle s'effondre sur sa chaise et s'endorme. Alec utilise alors sa magie pour la couvrir de sa veste afin qu'elle ne prenne pas froid. À ce moment-là, un homme apparaît soudainement derrière lui et dit qu'Alec est terriblement attentionné pour un aventurier. Alec pense qu'il s'agit simplement d'un ivrogne, il décide donc d'ignorer l'homme et se détourne, mais cela agace l'homme, qui balance sa bouteille sur Alec. Le verre se brise sous l'impact, mais Alec a utilisé un bouclier magique pour se protéger et s'apprête à riposter, quand soudain, l'homme l'appelle par son nom et lui dit qu'il est à la hauteur des rumeurs. Il glisse alors un laissez-passer pour le donjon sur la table d'Alec et lui dit qu'il peut considérer cela comme des excuses pour l'avoir testé de manière aussi grossière. Alec était en colère auparavant, mais maintenant, il est simplement confus car il n'a aucune idée de qui est cet homme. Soudain, Yora se réveille de son ivresse et demande à Alec ce que le maître de guilde fait ici. Alec est choqué d'apprendre que cet homme est vraiment le maître de guilde, et celui-ci dit qu'il aimerait voir ce dont l'ancien magicien de la cour est capable en personne, alors il demande à Alec de l'accompagner au centre d'entraînement. Peu de temps après, ils arrivent tous dans la salle d'évaluation, et le maître de guilde se présente officiellement sous le nom de Leviel Stance. Alex se souvient d'avoir entendu des histoires selon lesquelles Leviel faisait autrefois partie d'un groupe de rang S, il sait donc que le combattre ne sera pas une tâche facile, mais il est tout de même enthousiaste car il pense que c'est l'occasion idéale de perfectionner ses compétences avant de se lancer dans un donjon. Dès le début du combat, Alec lance un éclair sur Leviel, mais celui-ci roule sur le côté et riposte en lançant une vague d'eau sur Alec. Alec se rend compte qu'il ne pourra pas compter sur ses sorts à longue portée ici, il décide donc de se rapprocher et de battre Leviel au corps à corps. Cependant, alors qu'il s'approchait, Leviel avait lancé un sort d'amélioration sur son corps, lui conférant une vitesse et une puissance folles. Il est désormais si rapide qu'Alec peut à peine suivre ses mouvements, et lorsque Leviel décide enfin de frapper, même si Alec parvient à bloquer le coup avec son bouclier, il est tout de même projeté contre l'un des murs. Yora commence à s'inquiéter, mais Alec se relève rapidement et dit qu'il va bien. Il a été pris au dépourvu par la vitesse de l'attaque de Leviel, alors il commence à réfléchir à des moyens de l'esquiver la prochaine fois, mais il se met à rire en réalisant qu'il peut en fait faire bien plus qu'esquiver. Sous les ordres du prince, Alec avait l'interdiction d'être proactif au combat, mais en tant qu'aventurier, il n'est plus limité à l'esquive et à la magie de soutien. Il enduit sa baguette de magie pour créer une épée et charge vers l'avant. Leviel lui lance alors un autre coup d'eau, mais Alec parvient facilement à le trancher tout en avançant. Leviel est impressionné, mais il ne pense pas qu'Alec sera capable de faire de même avec ses coups de poing, alors il se renforce à nouveau et se précipite vers lui. Cependant, Alec avait déjà préparé une contre-mesure pour l'attaque en charge de Leviel, alors dès qu'il est à portée, il est frappé de plein fouet par le sort Thunderbolt d'Alec, le laissant à la merci d'Alec. Leviel est étonné qu'Alec ait réussi à le toucher, et il comprend pourquoi Yora le félicite si souvent, mais ce test est loin d'être terminé. Leviel active son artefact ancien, formant de grands gantelets autour de ses bras, et un seul coup de poing de ses bébés suffit à laisser un énorme cratère dans le sol. Alec se rend compte qu'être touché par l'un d'eux serait dévastateur, il doit donc être très prudent, mais il n'a pas l'intention d'abandonner, alors il essaie de le frapper avec un autre éclair, mais cette fois-ci, cela ne ralentit pratiquement pas Leviel.
La capacité spéciale de l'artefact de Leviel lui permet de guérir ses blessures au fil du temps, donc plus ce combat s'éternise, plus les chances de victoire d'Alec diminuent. Il doit empêcher Leviel de guérir, alors il commence à le frapper à plusieurs reprises, mais aucune de ses attaques n'atteint sa cible. Alec se moque de Leviel qui esquive toutes ses attaques et lui demande s'il a peur de l'affronter de front, ce qui agace Leviel. Il lance alors un coup de pied sauvage à Alec, s'exposant ainsi à un coup de sabre à l'estomac, comme Alec l'espérait. Il a enfin infligé davantage de dégâts à Leviel, mais il en faudra beaucoup plus pour le mettre à terre. Leviel charge à nouveau Alec, qui tente de se défendre avec un bouclier, mais celui-ci se brise sous la force du coup. Cependant, cela brise l'élan de Leviel, et Alec en profite pour le frapper à la poitrine. Leviel refuse de se laisser battre par Alec et tente de lui asséner un coup de poing, créant un énorme nuage de poussière. Yora pense que Leviel va un peu trop loin pour ce qui est censé être un test. Un coup comme celui-là aurait dû suffire à mettre Alec KO, mais celui-ci parvient tout de même à se faufiler derrière Leviel et à lui asséner un dernier coup, le dernier qu'il puisse donner, car Alec trébuche et tombe inconscient. Yora se précipite vers Alec pour voir comment il va, et Leviel admet qu'il est peut-être allé un peu trop loin cette fois-ci, déclarant Alec vainqueur du combat. Pendant que Yora s'occupe des blessures d'Alec, Ornest arrive, lassé de l'attendre, et choqué de découvrir qu'Alec s'est battu en duel avec Leviel. Il dit à Leviel qu'il a été assez nul d'utiliser son arme ultime dans un combat amical, mais Leviel répond qu'il s'est juste laissé emporter. Il est désormais certain qu'Alec est qualifié pour entrer dans le donjon, il peut donc avoir le pass pour le donjon et tout ce dont il a besoin, à condition qu'il promette de ne pas intenter de procès pour cela. Même si cela ne s'est pas passé comme prévu, Ornest félicite Alec d'avoir réussi ce test injuste, mais celui-ci est toujours inconscient. Il le ramène donc à l'intérieur et l'installe sur un canapé pour qu'il se repose. À présent, ils ont tous entendu parler de l'injustice qu'Alec a dû endurer en tant que mage de la cour, et il est franchement étonnant qu'il ait réussi à tenir aussi longtemps. Le château est rempli d'idiots élitistes qui ne supportent pas la vue des roturiers, Alec a donc dû travailler incroyablement dur pour conserver sa position. À ce moment-là, la réceptionniste fait irruption à la recherche du maître de guilde et lui annonce qu'elle a de mauvaises nouvelles. Leviel dit alors aux autres qu'il a des affaires à régler et les laisse dans son bureau pour s'occuper d'Alec, mais il leur demande de ne surtout pas toucher à sa collection d'alcool. Dès que Leviel est parti, Ornest se dirige immédiatement vers sa collection d'alcool et prend la bouteille qui semble la plus chère, juste pour énerver Leviel plus tard. Il demande ensuite à Yora de lui raconter en détail le passé d'Alec en tant que mage de la cour, car il n'en a entendu parler que vaguement jusqu'à présent, et il y a beaucoup à dire. Alec était chargé de protéger le prince, mais il lui était également interdit de porter une épée ou d'utiliser une magie qui le ferait paraître plus fort que le prince. En plus de cela, il était également obligé de porter leurs bagages et de gérer les affaires du groupe, et pire encore, après avoir forcé Alec à n'utiliser que de la magie de soutien, le prince le traitait d'inutile parce qu'il n'utilisait que de la magie de soutien. Ornest est un peu perplexe à propos de cette dernière partie, car il pensait que la spécialité d'Alec était la magie d'attaque. Yora lui explique alors qu'Alec s'est donné beaucoup de mal pour apprendre la magie de soutien afin d'apaiser le prince, même s'il n'était pas doué pour cela. Après avoir appris tout ce que le prince a fait subir à Alec, Ornest est fou de rage, et dès qu'Alec se réveille, il suggère de suspendre l'assaut du donjon et de se rendre au royaume pour tabasser ce maudit prince qui a fait souffrir Alec. Alec dit à Ornest de se calmer car, même s'il est bouleversé par la façon dont il a été traité, il n'est pas assez en colère pour aller mutiler le prince. Cependant, Ornest est plus que disposé à le faire à la place d'Alec s'il le souhaite. Alec pose sa main sur l'épaule d'Ornest et lui dit qu'il n'a vraiment pas à s'inquiéter, car tant qu'il peut partir à l'aventure avec ses amis, rien d'autre ne lui importe. De plus, il est sûr que le karma va frapper le prince de plein fouet, maintenant que personne n'est là pour réparer ses erreurs. En entendant cela, Ornest a une excellente idée. Il dit donc à Alec qu'ils doivent simplement devenir les plus grands aventuriers du monde, et qu'une fois que la nouvelle parviendra au château, le prince regrettera certainement d'avoir chassé Alec. Et lorsqu'il commencera à supplier Alec de revenir, celui-ci aura l'occasion de le regarder droit dans les yeux et de le rejeter avec autant d'insultes qu'il le souhaite. Alec admet que cela lui plaît, alors il tape dans la main d'Ornest, promettant qu'ils deviendront ensemble le groupe le plus fort. Pendant ce temps, dans l'autre pièce, une membre d'un groupe de rang S se fait panser tandis qu'elle raconte au maître de la guilde tout ce qui s'est passé pendant sa mission. La mission a été un échec total et le reste de ses coéquipiers est toujours coincé dans le donjon. Krista demande donc à Leviel de former une équipe de secours pour les secourir. Leviel convoque une réunion générale, mais compte tenu du peu de temps disponible, les seules personnes présentes sont celles qui se trouvaient déjà à la guilde. Il annonce à tout le monde qu'ils vont former une équipe pour secourir les membres du groupe de Krista, qui sont actuellement coincés au niveau 64 du donjon. Tous les aventuriers échangent des regards inquiets, car ils savent tous à quel point cet étage est dangereux, mais pendant que la réunion se déroule, Alec est toujours assis seul dans le bureau du maître de guilde.
Lorsque Krasia arrive, elle trouve Alec tout seul et lui demande comment il va, mais à en juger par toutes les blessures qu'il a actuellement, il ne va manifestement pas très bien. Elle lui demande ce qu'il fait ici alors qu'ils ont une réunion à laquelle assister, mais Alec répond qu'il ne voulait pas s'imposer, car tous les participants à la réunion sont des aventuriers de rang A et qu'il se considère toujours comme un étranger par rapport à eux. Krasia lève la main et utilise la magie de restauration pour soigner Alec, puis elle lui dit qu'il devrait savoir que personne ici ne le considère comme un étranger. Lorsqu'il était magicien à la cour, Alec avait inconsciemment développé le trait de caractère de ne jamais se démarquer ni s'exprimer, car il risquait d'offenser les nobles prétentieux. Même s'il sait que les choses sont différentes ici, il n'est pas facile de changer du jour au lendemain des habitudes acquises depuis 4 ans. Krasia voit bien qu'Alec traverse une période difficile, alors elle lui tapote la tête et lui dit qu'elle est toujours là s'il a besoin d'aide, ce qui le réconforte beaucoup. Quelques instants plus tard, Ornest et Yora reviennent, et Ornest annonce à Alec qu'ils viennent de trouver l'excuse parfaite pour se rendre dans le donjon. Il explique les détails à Alec et lui dit que l'endroit où ils se rendent s'appelle le Tank Killer. Ce surnom lui a été donné parce qu'à l'intérieur, toutes les formes de magie de guérison sont complètement inutiles, et que l'on ne peut compter que sur des potions pour se soigner. Alec est surpris que Krasia accepte cette mission, car la magie de guérison est l'une de ses spécialités, mais en réalité, elle déteste l'idée d'y aller. Elle a simplement été forcée d'accepter parce qu'Ornest a insisté, en disant que ce serait une bonne mission pour débuter pour l'équipe. Alec craint un peu de ne pas être assez fort pour être utile, mais Yora lui dit qu'il est le pilier de l'opération. Toute leur opération reposera sur la magie d'Alec, il ne pourrait donc littéralement pas la mener à bien sans lui. L'objectif est d'atteindre le groupe bloqué, au 64e étage. S'ils devaient descendre par la voie normale, ils n'y arriveraient jamais à temps, mais heureusement, ils ont ceci. Le maître de guilde leur a donné un noyau de donjon, un objet qui permet d'éviter les combats contre les boss jusqu'à l'étage où il a été trouvé. C'est celui que Krista a rapporté avec elle, il devrait donc pouvoir l'utiliser pour se frayer un chemin jusqu'au 64e étage assez facilement, mais ils doivent tout de même rester prudents. Le boss du niveau 64 serait un monstre mort-vivant, ils compteront donc sur la magie d'attaque d'Alec pour le vaincre. À cette fin, ils demandent tous à Alec de conserver son énergie autant que possible jusqu'à ce qu'ils affrontent le boss mort-vivant, mais ils demandent s'il est vraiment acceptable qu'il reste en retrait pendant la majeure partie du combat. Ornest lui répond que c'est la meilleure solution, car ils ne peuvent pas risquer qu'Alec soit à court d'énergie pendant le combat décisif. Le groupe se téléporte au 64e étage, et dès leur arrivée, ils sont confrontés à un groupe de squelettes. Ornest se précipite alors en avant et commence à les éliminer avec sa lance. Yora demande à Ornest de l'attendre, car elle doit rester à proximité pour lui lancer un sort de défense, mais vu la tournure que prennent les événements, il n'en aura probablement pas besoin. Alec et Krasia traversent lentement le donjon, et il mentionne à quel point il a été surpris d'apprendre qu'Ornest possède un artefact similaire à celui de Levio. Krasia explique qu'il s'agit simplement d'une lance enchantée pour être tranchante et incassable, mais que c'est tout ce dont quelqu'un comme Ornest a vraiment besoin. Comme Ornest s'occupe de tout seul, Alec commence à s'ennuyer et lui demande s'il a besoin d'aide, mais Ornest refuse et répond qu'il doit s'occuper seul de tous les faudés. Alec et Krasia continuent d'avancer, mais soudain, Alec sent que quelque chose tente de s'approcher furtivement de lui. Il se retourne instinctivement et lance un éclair dans cette direction. Les autres s'arrêtent et demandent à Alec ce qui ne va pas. Il leur explique qu'il a senti quelque chose derrière lui à l'instant. Ornest fait confiance à son jugement et demande à Alec s'il peut déterminer de quoi il s'agit et où cela se trouve. Alec ne voit rien, mais ses sens lui disent que c'est juste devant lui, alors il crée un monosaure et frappe. Son épée touche le corps de la créature, révélant qu'il s'agit d'une faucheuse, et Ornest applaudit au paix, car il semble que ses sens soient toujours aussi affûtés. La façon dont Ornest s'est exprimé laisse penser à Alec qu'il devait être au courant de la présence de la faucheuse, mais pour défendre Orna, même s'il savait qu'il y avait des monstres invisibles à ce niveau, il ne savait pas comment les combattre, alors il a pensé que ce serait une bonne idée de laisser Alec trouver la solution par lui-même afin de renforcer un peu sa confiance. La reconnaissance et la confiance sont deux choses qu'Alec n'a jamais reçues lorsqu'il travaillait comme mage de la cour, il est donc heureux de savoir que ses coéquipiers ont autant confiance en lui, mais, alors qu'il élimine la faucheuse, il crie que cela ne justifie pas pour autant ce qu'Ornest a fait. Krasia et Yora étaient également au courant de l'existence des ennemis invisibles et n'en ont pas parlé à Alec. Ils s'excusent, mais comme c'était l'idée d'Ornest au départ, Krasia dit à Alec de diriger sa colère vers lui. Alec dit à Ornest qu'ils auront une longue discussion à ce sujet une fois rentrés, mais qu'ils doivent d'abord terminer leur mission. Le groupe s'enfonce donc plus profondément dans le donjon. Plus loin, il tombe sur une horde de squelettes encore plus grande que la précédente, et Ornest est tout excité, car cela promet d'être un défi intéressant. Yora lui rappelle qu'ils sont là pour une mission de sauvetage et qu'il n'y a donc pas lieu d'en faire trop, mais Ornest n'aime rien de plus qu'un bon combat. Il demande à tout le monde de reculer pour qu'il puisse s'en occuper seul, mais Alec refuse de le laisser partir seul.
alors il se joint au combat tandis que Yora leur lance un sort d'amélioration. Cependant, alors qu'ils parviennent tous deux à éliminer facilement les squelettes auxquels ils font face, ils oublient que Yora est nulle en combat et la laissent complètement sans défense. Heureusement, Krasia est là pour la sauver, mais Alec ne veut pas prendre un autre risque comme celui-là, alors il demande à tout le monde de se mettre derrière lui pour qu'il puisse en finir. Ils font tout ce qu'il dit, et Alec commence à lancer un sort de foudre à large portée. Maintenant que la voie est libre, ils peuvent continuer à progresser dans le donjon, mais avant de partir, Ornest a une question à poser à Alec. Bien sûr, tout s'est bien passé jusqu'à présent, mais il commence à se demander pourquoi Alec utilise autant le sort de foudre. Quand ils étaient à l'école ensemble, Alec utilisait toutes sortes de sorts sympas pour se battre, alors il veut savoir ce qui a provoqué ce changement. Alec repense à toutes les fois où le prince s'est précipité imprudemment dans le donjon sans réfléchir, le laissant nettoyer ses dégâts, et à un moment donné, Alec a dû se rabattre sur l'utilisation de la foudre, car c'était le sort le plus rapide à activer. À ce moment-là, ils entendent tous un bruit terrifiant provenant des profondeurs du donjon, et Yora est certaine qu'il s'agit du boss de l'étage. Ils doivent s'y rendre le plus vite possible, alors ils décident tous de laisser Ornest courir devant, car c'est le plus rapide d'entre eux. Yora lance un sort d'accélération sur tout le monde, et Ornest part en courant, suivi par les autres. Alec ne se lasse pas d'être impressionné par la vitesse d'Ornest, surtout quand Yora lui donne un coup de pouce magique. Au bout d'un moment, ils finissent par rattraper Ornest, mais à leur grande surprise, celui-ci est assis au bord d'une falaise et observe quelque chose en contrebas. Alec regarde en bas et voit un homme poursuivi par les 4 boss, qui supplie Ornest de le sauver, mais Ornest ne semble pas particulièrement intéressé à l'aider. Alec demande ce qui se passe, et Ornest explique que cet homme est vraiment ennuyeux. Il s'appelle Loki et c'est le mage de soutien du groupe qu'ils sont venus sauver, mais alors que la plupart des membres de Rekrma sont des gens bien, Loki a une personnalité exécrable, donc personne ne l'aime. Loki crie sur Ornest et lui dit que s'il meurt ici, il hantera ses rêves pour le reste de sa vie, mais Ornest semble s'en moquer. Tout à coup, Loki trébuche et tombe par terre, alors Alec dit qu'il devrait l'aider car le monstre est sur le point de le dévorer. Cependant, les autres lui disent que Loki n'est en réalité pas en danger, car c'est simplement sa façon habituelle de se battre. À ce moment-là, le monstre marche sur un cercle magique incrusté dans le sol, et Loki affiche un large sourire. L'instant d'après, une colonne de feu jaillit de l'abdomen du monstre, et Alec comprend que Loki a dû piéger le monstre. Les autres le confirment, et même s'ils n'aiment pas ce type, ils ne peuvent nier qu'il est un brillant stratège sur le champ de bataille. Le monstre continue de marcher sur les pièges de Loki, et celui-ci se met à rire de sa naïveté, mais il finit par être à court de pièges avant que le monstre ne meure, se retrouvant ainsi complètement sans défense, et le monstre est sur le point de l'exploser en 1000 morceaux. Cependant, juste avant que Loki ne soit touché, Alec et les autres interviennent enfin pour lui sauver la mise, et Ornest le traîne en lieu sûr pendant que les autres retiennent le monstre. Le monstre tente de frapper Alec, alors Yora crée un bouclier pour le protéger. Immédiatement après, le monstre se retourne et se dirige droit vers Ornest et Loki. Il s'en prend spécifiquement à Loki, car il veut se venger de tous les pièges que celui-ci a tendus, et Ornest ne pourra pas le distancer sur ce terrain. Il fait donc demi-tour et court sous le monstre avant de lancer Loki vers Krasia afin qu'elle s'occupe de lui à sa place. Yora demande à Krasia d'emmener Loki en hauteur pour qu'il soit en sécurité. Pendant ce temps, Ornest, qui n'a plus les mains occupées, est libre de se battre à pleine puissance. Il demande à Yora de lui donner tout le soutien magique dont elle est capable, alors elle se donne à fond et lance tous les sorts d'amélioration qu'elle connaît. Ornest charge directement le monstre et, après avoir esquivé sa première attaque, il saute en l'air et le poignarde juste sous l'œil. Malheureusement, cela ne suffit pas à l'étourdir, et Ornest est projeté au sol. Yora court vers lui pour voir s'il va bien, et juste au moment où le monstre s'apprête à piétiner Ornest, elle dresse un bouclier pour le protéger. Cependant, son bouclier ne tiendra pas longtemps sous un tel poids, alors elle demande à Alec de se dépêcher de lancer son sort. Du haut de la falaise, Loki observe la bataille. Avant, il était trop effrayé pour remarquer quoi que ce soit, mais maintenant qu'il y prête attention, il est surpris de voir qu'Alec est bel et bien de retour. Loki a entendu beaucoup de rumeurs élogieuses à son sujet, il est donc impatient de voir ce dont ce génie légendaire est capable. Au moment même où il prononce ces mots, Alec commence à former plusieurs cercles magiques simultanément. Loki est stupéfait, car lancer 3 à 5 sorts à la fois relève déjà du génie, mais Alec vient d'en créer 20 sans sourciller. Le monstre se rend compte qu'Alec prépare son coup de grâce, alors il se précipite sur lui pour l'en empêcher, mais Ornest ne le laisse pas faire. Une fois qu'Alec a terminé, il lance une série implacable de sorts de foudre pour affaiblir le monstre avant de l'achever avec une explosion concentrée, mais malheureusement, le monstre a réussi à s'écarter à temps pour éviter le coup final. Alec avertit donc tout le monde de se préparer à sa contre-attaque. Ornest appelle Krasia et lui demande de fournir un tir de couverture.
Elle pointe donc son arc vers le monstre et le frappe d'une pluie de flèches pour le ralentir. Cela laisse suffisamment de temps à Yora pour utiliser un sortilège de liaison afin de maintenir le monstre en place, et Ornest profite de l'occasion pour lancer sa lance directement dans sa tête. Le monstre a réussi à survivre et tente une dernière attaque contre Alec, mais c'est une erreur de sa part, car Alec dispose du sort parfait pour une situation comme celle-ci. Son maître lui a enseigné ce sort il y a des années, et depuis, Alec est le seul mage capable de le lancer, la magie de réflexion. Le souffle du monstre est redirigé avec toute sa force, provoquant une explosion massive, et après qu'il ait été réduit en cendres, Ornest intervient pour porter le coup fatal, fendant la tête du monstre en deux. Une fois la bataille terminée, Loki s'approche pour féliciter tout le monde pour leur excellent travail. Il a été particulièrement impressionné par la performance d'Alec et dit avoir beaucoup entendu parler de lui, des exploits impressionnants du mage de la cour, comme lorsqu'il a vaincu une hydre d'un seul sort. Alec est reconnaissant pour ses éloges, mais il informe Loki qu'il n'est en fait plus mage de la cour. Loki est choqué d'apprendre cela, car les responsables de la cour royale devraient être idiots pour licencier quelqu'un d'aussi talentueux qu'Alec. Il est reconnaissant à Alec et aux autres de lui être venus en aide, mais pour l'instant, le reste de son équipe est probablement encore occupé à combattre le boss du niveau, plus coriace. Tout le monde est choqué d'apprendre qu'il y a un deuxième boss de niveau, alors Loki explique qu'il y avait plus d'un boss de niveau lorsque son groupe est arrivé ici. Il ne pouvait pas s'occuper des deux en même temps, alors Loki avait pour mission d'attirer l'attention de celui qui avait le QI le plus bas et de le tenir à distance afin que le reste de son équipe puisse s'occuper de l'autre boss. C'était un chevalier en armure noire, mais comme cet étage est rempli de morts-vivants, il s'agit peut-être simplement d'une armure possédée. Si c'est le cas, les attaques physiques ne lui feront pas beaucoup de dégâts, donc leur meilleure chance de le vaincre sera la magie d'Alec. Loki tend à Alec un artefact en forme de croix, car il a remarqué qu'Alec sait se défendre au corps à corps, puisqu'il se présente souvent comme la plus grande menace et la cible la plus facile à éliminer pour tromper l'ennemi. Alec est surpris que Loki ait pu déterminer tout cela en le regardant se battre pendant quelques minutes, mais en tant que stratège, c'est le travail de Loki d'être perspicace. Il dit à Alec que l'artefact qu'il tient dans sa main s'appelle Choir, et qu'il peut l'avoir gratuitement à une condition. Krasia et Ornest n'aiment pas cette idée, car Loki ne donnerait pas quelque chose d'aussi précieux sans une contrepartie importante. Loki répond que ce n'est rien de grave, il veut juste qu'il n'utilise aucune magie lorsqu'ils affronteront le deuxième boss. Les autres disent à Loki qu'il est fou d'attendre d'un mage qu'il se batte sans magie, mais Loki leur répond qu'il a tout prévu. Il explique que la ruse et la tromperie sont son pain quotidien, et que comme ce chevalier de la mort s'attend probablement à ce qu'ils attaquent avec de la magie, faire le contraire le prendra certainement au dépourvu. Au fait, vous vous souvenez du prince qui a renvoyé Alec ? Le voici maintenant. Lui et les autres sont actuellement poursuivis dans un donjon par deux monstres chenilles, et le prince ne comprend pas comment cela a pu arriver, car il n'a jamais eu de problème avec ce genre de monstre auparavant. Il ordonne à Leni d'utiliser la magie pour les éliminer immédiatement, et elle essaie de le faire, mais pour une raison quelconque, sa magie ne fonctionne pas pour le moment. Le prince la traite d'inutile et décide qu'il va devoir éliminer les monstres lui-même, mais lorsqu'il se retourne et tente d'en frapper un, sa lame rebondit, et c'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il est peut-être lessivé. Leni et le chevalier relèvent le prince après qu'il ait été mis à terre et se mettent à courir vers la sortie. Pendant tout ce temps, le prince essaie de comprendre ce qui a bien pu se passer. Ses coups étaient autrefois beaucoup plus puissants, et maintenant qu'il y pense, il se rend compte que sa perte de force s'est produite juste au moment où il a expulsé Alec de l'équipe. Cependant, au lieu d'accepter le fait qu'Alec contribuait réellement à l'équipe, le prince en arrive à la conclusion qu'Alec a dû lui jeter un sort pour se venger. Après s'être échappé du donjon, le prince va voir l'un des magiciens royaux, Vaughan Forneux, pour vérifier s'il a été victime d'un sortilège. Après un bref scan magique, Vaughan lui dit qu'il n'y a pas de sortilège. Le prince n'arrive pas à y croire, car il n'aurait jamais pu franchir le 30e étage si Alec ne l'avait pas maudit, mais Vaughan sait qu'il y a un champ anti-magie au 30e étage, il explique donc au prince qu'il s'est probablement senti plus faible parce que sa magie de soutien ne fonctionnait pas. Le prince ricane et dit que toute magie de soutien est inutile et que seuls des lâches comme Alec s'en servent. Vaughan fait de son mieux pour rester calme face aux absurdités que débite le prince. Cependant, il trouve étrange qu'Alec n'ait pas prévenu le prince à l'avance de la présence du champ anti-magie, car c'est lui le légendaire élève qui est arrivé jusqu'au 68e étage. Le prince rit et dit à Vaughan qu'il est impossible qu'un idiot comme Alec ait réellement accompli une telle chose, et que ce n'est probablement qu'une rumeur répandue par les roturiers. Vaughan ne prend même pas la peine de corriger le prince, car il n'y a pas de remède à l'arrogance stupide, mais soudain, un garde entre dans la pièce pour informer le prince que le roi souhaite lui parler de la situation avec Alec. Le prince sourit, pensant que son père sera de son côté, mais dès son arrivée, le roi commence à lui raconter une histoire à propos d'Elda. Il explique qu'Elda était un magicien de la cour qu'il avait banni il y a des années, et qu'il était un imbécile incroyable. Elda était un noble qui avait eu l'audace de se présenter devant lui,
le roi de Kaldana, et de lui dire que s'il ne changeait pas la façon dont les roturiers et les magiciens de la cour étaient traités, une grande tragédie s'abattrait sur la nation dans un avenir proche. Le prince prend la parole et dit que les anciens méritent d'être bannis, car un noble ne devrait pas s'adresser au roi de cette manière, mais ce n'est pas pour cela que le roi l'a traité d'imbécile. Après avoir été banni, Elda fut dépouillé de son titre de noblesse et décida de fréquenter l'académie de magie, où il fit taire ses détracteurs grâce à ses talents exceptionnels et obtint son diplôme avec les honneurs. Cependant, alors qu'il aurait pu choisir de faire n'importe quoi avec sa renommée et son pouvoir, il choisit bêtement de retourner au château et de travailler comme magicien de la cour. Pendant son mandat de magicien de la cour, il continua à dire au roi que les roturiers n'étaient pas sans valeur et qu'il devait changer la façon dont il les traitait, jusqu'à ce qu'ils finissent par disparaître 1 an plus tard. Le roi n'avait pas accordé beaucoup d'importance aux paroles d'Elda à l'époque, mais récemment, il avait commencé à se demander si les anciens n'avaient pas raison, c'est pourquoi il avait ordonné au prince d'explorer le donjon. Il voulait voir si les nobles étaient vraiment intrinsèquement meilleurs que les roturiers, mais compte tenu de l'état du prince, il semble qu'il se soit trompé. Il dit qu'il est peut-être temps de changer leur politique de discrimination à l'égard des roturiers, et qu'à partir de maintenant, il prévoit d'embaucher ceux qui ont du talent, quelle que soit leur origine. Le prince est stupéfait et dit à son père que ce serait une honte pour leur nom de famille s'ils acceptaient les roturiers comme leurs égaux, et le roi reconnaît que c'est lui qui a élevé le prince dans cette croyance, mais que les choses doivent changer. Le prince tente de faire valoir que fréquenter des roturiers comme Alec ne peut mener qu'au malheur, et il utilise sa situation actuelle comme preuve, mais soudain, un garde s'approche et présente à Regulu ce qui reste du livre écrit par Alec. Le roi explique qu'avant de partir, Alec avait rédigé un guide complet sur la façon de terminer le 30e étage du donjon pour Regulu, mais que le Nil avait déchiré avant qu'il n'ait pu le voir. Le prince n'en croit pas ses oreilles, alors il dit à son père qu'il ne se sent pas bien et s'excuse. Alors que Regulu s'en va, le roi s'adresse à Vaughan et lui dit que même si cela peut être difficile, il lui serait reconnaissant d'aider Regulu autant que possible, et Vaughan promet de faire de son mieux. Pendant ce temps, Regulu est en pleine crise mentale, car si Alec était vraiment aussi compétent et talentueux que cela signifie qu'il était le problème depuis le début, et il ne peut pas l'accepter. De son côté, Alec demande à Loki de lui expliquer pourquoi il ne veut pas qu'il utilise la magie contre le boss. Il comprend que les artefacts sont puissants. Le boss est censé être immunisé contre les attaques physiques, il ne pense donc pas pouvoir le vaincre avec seulement l'épée. Cependant, Loki dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'Alec le batte avec l'épée. Il veut juste qu'il fasse semblant d'être un combattant au corps à corps, afin que le boss ne s'attende pas à ce qu'il utilise la magie. Les autres comprennent le plan, mais Krasia ne comprend pas pourquoi ils doivent se donner tant de mal pour tromper le monstre, alors Loki lui explique que ce boss est tout aussi intelligent qu'eux. Alec a du mal à le croire, et Loki comprend son scepticisme, mais tout ce qu'il demande à Alec, c'est de s'en tenir à l'utilisation de son épée, au moins jusqu'à ce que Loki lui donne le signal. Il accepte de suivre le plan de Loki, et sur cette note, Loki dit à Krasia qu'il a besoin de son aide pour quelque chose. Il faudrait trop de temps pour rejoindre ses amis à pied, il veut donc utiliser la magie de téléportation, mais il n'a pas assez de mana pour la lancer tout seul pour le moment, il a donc besoin de l'aide de Krasia. Les autres paniquent à l'évocation de la magie de téléportation, car il s'agit d'un secret national bien gardé, et le simple fait d'en avoir connaissance pourrait leur causer des ennuis, mais ils n'ont pas d'autre choix. Alors ils décident de rejeter toute la responsabilité sur Loki si quelque chose tourne mal. Pendant que Loki dessine le cercle et montre à Krasia comment fonctionne la téléportation, Alec parle à Yora et lui demande si Loki est quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Yora lui répond que personnellement, elle n'aime pas la personnalité de Loki, mais que dans une situation grave, on peut absolument compter sur lui pour faire le travail. Elle informe Alec que, par exemple, il y a 2 ans, Loki a coordonné un raid à grande échelle dans un donjon très difficile, et que grâce à sa planification, la mission a été un succès sans aucune perte. Alec décide donc de faire entièrement confiance au plan de Loki, et une fois le cercle de téléportation prêt, ils y entrent tous. Yora est émerveillée, car c'est la première fois qu'elle voit de la vraie magie de téléportation en action, mais il lui explique qu'il s'agit simplement d'une version simplifiée qui les enverra à l'endroit de son choix. Il prévient tout le monde qu'il va les téléporter juste devant le boss, et qu'ils doivent donc être prêts à se battre dès leur arrivée. Loki active alors le cercle de téléportation et en un instant, ils disparaissent tous de l'endroit où ils se trouvent et atterrissent juste devant les autres membres du groupe de Loki qui combattent le Chevalier Noir. Les deux ont fait de leur mieux pour le repousser jusqu'à présent, mais ils n'ont pas réussi à lui infliger beaucoup de dégâts et ils sont à bout de force. Heureusement, Ornest intervient pour leur donner une chance de battre en retraite. Il affronte le chevalier, et pendant que celui-ci se concentre sur Ornest, Alec tente de s'approcher discrètement par derrière pour l'attaquer par surprise, mais le chevalier réagit instantanément et saute en l'air pour éviter le coup. Il charge alors les 2 hommes, et pendant ce temps, Loki et Krasia viennent aider Riwell et Marbel à se mettre en sécurité. L'armure du chevalier est incroyablement résistante,
et à première vue, il semble qu'il n'y ait personne à l'intérieur, mais cela n'a aucune importance pour Orneste. Il court vers le chevalier pour l'attaquer, et celui-ci tente de sauter par-dessus lui, mais Orneste avait déjà prévu cela, alors il cloue sa cape au sol, donnant à Alec l'occasion parfaite de trancher la tête du chevalier. Alors que le casque métallique s'écrase au sol, Alec se demande si cela a vraiment suffi pour vaincre le monstre, mais les choses ne sont jamais aussi simples dans ce genre de situation. Le chevalier recommence soudainement à bouger, des dizaines de tentacules effrayants jaillissant de son cou. Il est clair qu'il s'agit d'un cavalier sans tête mort-vivant, et que le monstre qu'ils ont tué plus tôt devait être sa monture. Alec est désorienté et réfléchit un instant, et lorsqu'il reprend ses esprits, il aperçoit le Dullahan dans les airs au-dessus de lui, prêt à frapper. Il lève son épée pour se défendre, mais il parvient à peine à bloquer son attaque. Il est beaucoup plus fort et plus rapide qu'auparavant, et Alec comprend qu'il devait se retenir auparavant, ce qui signifie que le combat va devenir plus difficile à partir de maintenant, mais heureusement, il n'aura pas à y faire face seul. Pendant qu'Alec affrontait le chevalier, Yora lançait des sorts de renforcement sur Orneste, et une fois prêt, il se jeta en avant et frappa le chevalier de toutes ses forces, donnant à Alec une chance de le repousser. Alec n'en revient pas de la résistance de l'armure de cette créature. Si son épée n'était pas un artefact, elle aurait depuis longtemps volé en éclats sous la force des coups du chevalier. Sans compter que, comme le chevalier est un mort-vivant, peu importe le nombre de coups qu'il reçoit, il se régénère toujours et se relève. À ce propos, le chevalier parvient à ramasser sa tête et à la rattacher à son corps avant de pousser un cri perçant qui désoriente tout le monde. Il cible ensuite Alec et lui assène un coup de pied aussi fort que possible, le projetant en arrière à une vitesse fulgurante, mais heureusement, avant qu'il ne heurte le mur, Yora parvient à utiliser une barrière pour amortir le choc. Elle court vers lui pour vérifier qu'il va bien, et il lui répond qu'il va bien. Il ne s'attendait simplement pas à ce que le chevalier soit aussi doué en arts martiaux. Si Yora ne l'avait pas sauvé avec cette barrière, il y a de fortes chances qu'il soit mort à l'instant, alors il demande à Loki combien de temps il doit encore continuer à se battre avec l'épée. Loki est encore en train de se préparer, il dit donc à Alec qu'il va devoir tenir encore 5 minutes. C'est facile à dire, mais il a failli mourir à cause de cette chose à l'instant, et il ne lui reste plus que 3 potions. Orneste tient à peine le coup en ce moment, il crie donc à Alec de revenir dans la partie, et les deux font de leur mieux pour occuper le chevalier pendant les prochaines minutes. Finalement, les 5 minutes de préparation de Loki sont écoulées, alors il active un cercle magique géant et se met à rire. Voyant cela, le chevalier panique et charge directement Loki, lui tailladant la poitrine, mais c'est exactement ce que Loki voulait. On découvre alors que tout cela n'était qu'une illusion et que le cercle magique géant n'était qu'un stratagème pour attirer le chevalier dans un piège. À ce moment-là, de la glace commence à se former sous les pieds du chevalier, tandis que le vrai Loki observe depuis le sommet de la tour. Orneste marche alors sur un piège de téléportation mis en place par Loki et Krasia, et il est envoyé juste derrière le chevalier, ce qui lui permet de le pousser en avant juste avant que Marbel ne saute de l'arche avec un coup au-dessus de la tête. Le chevalier parvient à esquiver, mais cela faisait également partie du plan, car Loki avait installé un autre piège de glace pour réduire sa vitesse. Le chevalier se rend compte que Loki est à l'origine de tous ces pièges, alors il grimpe sur la tour pour l'éliminer. Loki sort une lame magique pour le repousser, mais Riwell s'inquiète car Loki n'est pas assez fort pour affronter le chevalier seul. Il s'est préparé en demandant à Yora de lui conférer une force 7 fois supérieure, mais son corps n'est pas habitué à ce genre d'effort, et il parvient à peine à tenir le coup. Pendant que Loki occupe le chevalier, Yora jette un sort de contrainte pour l'immobiliser, mais le chevalier parvient tout de même à frapper Loki, le faisant tomber de l'arche et s'écraser au sol. Cependant, Loki ne montre aucune inquiétude, car tout s'est déroulé exactement comme il l'avait prévu. Alors qu'il tombe, il dit à Alec que le décor est planté et qu'il est temps pour lui de terminer le travail. Alec commence à lancer une multitude de cercles magiques tout autour du chevalier, et Loki est impressionné car c'est encore plus que ce qu'il a utilisé contre l'autre boss. Cependant, après tous les combats qu'Alec a déjà menés, son corps commence à céder sous le stress nécessaire pour maintenir une magie aussi complexe. Il fait de son mieux pour rester fort et se remet sur pied afin de pouvoir lancer le sort d'accélération Thunderbolt, mais bien que celui-ci inflige beaucoup de dégâts, le chevalier est toujours capable de bouger et commence à se libérer de la magie contraignante que Yora a utilisée sur lui. Elle fait de son mieux pour le garder sous contrôle, mais à ce rythme, le chevalier va s'échapper d'une minute à l'autre, alors elle dit à Alec de se dépêcher et d'en finir. Cependant, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, car le corps d'Alec est sur le point de lâcher. C'est la 2e fois aujourd'hui qu'il doit utiliser un sort aussi puissant, et la perte soudaine de mana aurait laissé n'importe qui d'autre dans un état critique. Alec ne fait pas exception, mais il a beaucoup à défendre pour l'instant, alors malgré la douleur, il persévère et termine le processus de lancement de l'un de ses sorts ultimes. Un dragon de foudre se forme, et dès qu'Alec le libère, il vole droit vers le chevalier, le vaporisant au contact et mettant fin au combat. Maintenant qu'il n'y a plus de danger,
Alec s'effondre sur le sol, épuisé, et se dit en plaisantant qu'avoir des coéquipiers fiables fait une énorme différence quand on est confronté au danger. Yora s'approche et lui dit que c'est plutôt eux qui ont compté sur lui tout ce temps, car il n'aurait pas pu vaincre cette créature sans lui, et Ornest est simplement heureux qu'Alec ait retrouvé sa puissance habituelle. D'un autre côté, il rappelle à Alec le pari qu'ils ont fait plus tôt, et Alec se souvient qu'avant le début du combat, Ornest avait dit que la première personne à s'évanouir devrait relever un défi. Et Alec s'est techniquement évanoui il y a un instant, il est donc pris au piège. Cependant, comme le combat était terminé, Ornest décide d'être indulgent et dit à Alec qu'à partir de maintenant, il n'aura plus le droit de leur cacher quoi que ce soit si quelque chose le tracasse. Que ce soit Ornest, Yora ou Krasia, il veut qu'Alec parle à au moins l'un d'entre eux lorsqu'il a un problème afin qu'il puisse l'aider. Rywell vient remercier Alec et les autres pour leur aide. Marbel veut également le remercier, mais elle est beaucoup plus directe et lui donne un baiser sur la joue, au grand désarroi de Yora. Marbel demande à Alec s'il aimerait parfois partir à l'assaut de donjons avec elle, mais Yora intervient et affirme qu'Alec est le magicien de leur groupe, donc elle ne peut pas l'avoir. Le groupe Rechroma doit beaucoup à Alec, alors en tant que chef, Rywell propose de lui écrire une recommandation. Alec est un peu perplexe à propos de cette recommandation, alors tout le monde lui explique que pour être promu au rang S, il faut avoir une recommandation d'un groupe de rang S et l'approbation du maître de guilde. Cela ne devrait pas être difficile d'obtenir l'accord du maître de guilde, alors Rywell dit à Alec qu'il peut lui laisser le soin de s'en occuper. Après cela, Alec récupère la pierre magique du chevalier, et avec cela, la mission de sauvetage de Rechroma est officiellement un succès sans faille. De retour à la guilde, la réceptionniste félicite Alec pour le succès de la mission, et lui dit qu'il est devenu un sujet brûlant au sein de la guilde ces derniers temps. Elle lui demande s'il a pu se reposer pour récupérer après son combat acharné, et Alec répond qu'il est en pleine forme. Elle lui remet alors sa récompense, et il s'apprête à partir. Cependant, Leviel l'arrête avant qu'il ne puisse partir, et lui annonce qu'il a un visiteur venu du royaume de Galdana. Alec est surpris d'apprendre cela, car il n'a plus aucun lien avec le royaume, mais il décide d'aller rencontrer ce visiteur, et trouve Vaughan qui l'attend. De toutes les personnes avec lesquelles Alec a dû traiter au château, Vaughan était en fait un type sympa, alors il s'incline et lui dit qu'il est ravi de le revoir. Cependant, avant toute civilité, Vaughan demande à Alec s'il essayait de faire tuer le prince Regulu, sans l'avertir qu'il était trop faible pour affronter les donjons tout seul. Alec répond calmement en demandant à Vaughan s'il pense que Regulu aurait écouté un seul mot de ce qu'il aurait pu dire, même s'il l'avait averti, et Vaughan se rend compte qu'Alec a raison. Il déteste néanmoins le fait d'avoir été coincé avec ce boulot minable après le licenciement d'Alec, car cela lui fait perdre un temps précieux. Alec demande si cela signifie que Vaughan a été désigné comme magicien remplaçant pour le groupe de Regulu, mais Vaughan répond qu'il ne peut plus vraiment se considérer comme un magicien, car il est plutôt une sorte de baby-sitter glorifié. Après le départ d'Alec, Regulu a tenté de s'attaquer seul au 30e étage du donjon, mais il a été gravement blessé. Vaughan espérait faire la leçon à Regulu et l'aider à tirer les leçons de son échec, mais au lieu de cela, Regulu a refusé d'accepter sa responsabilité et a exigé que Vaughan l'escorte jusqu'ici afin qu'il puisse affronter Alec. Alec demande si cela signifie que Regulu se trouve actuellement dans la ville, et Vaughan le confirme, précisant qu'il se trouve dans l'arène d'entraînement souterraine au moment où il parle. Alec ne s'attendait pas à devoir à nouveau faire face à Regulu, mais il pense que c'est une bonne occasion de régler définitivement leur compte. Même s'il serait en droit d'ignorer complètement l'existence de Regulu, il décide de descendre et de l'affronter en personne. Alors qu'ils descendent les escaliers, Vaughan lui dit que la seule chose qui motive le prince, c'est son refus de compromettre sa fierté, mais que personnellement, il ne comprend pas pourquoi les nobles tiennent tant à s'ériger en supérieur des roturiers, car cela lui semble être une énorme perte de temps. Alec rappelle à Vaughan qu'il est lui aussi noble, mais qu'il ne s'est jamais vraiment soucié des titres, car tout ce qu'il veut, c'est vivre sa vie comme il l'entend. Une fois arrivé dans l'arène, il trouve Regulu debout au milieu, et à la surprise d'Alec, la première chose qu'il dit est que le roi prévoit de changer la façon dont les choses sont gérées dans le royaume, et que même s'il n'est personnellement pas d'accord, par respect pour son père, il fera des concessions sur ce point. Cela donne à Alec l'espoir que Regulu ait peut-être repris ses esprits après tout, mais celui-ci poursuit en déclarant qu'il ne supporte toujours pas l'idée d'avoir à écouter les absurdités de roturiers comme Alec. Alec dit à Regulu que s'il avait écouté ses conseils, il serait dans une bien meilleure situation qu'aujourd'hui, mais Regulu a refusé de l'entendre, et Alec comprend qu'il ne parvient pas à le convaincre, alors il décide d'arrêter de perdre son temps. Regulu a passé les 15 années de sa vie à se faire dire qu'il était supérieur aux roturiers à tous les égards, il ne peut donc pas comprendre qu'il pourrait être le problème ici. Dans une tentative désespérée de prouver que tout ce qu'on lui a dit n'est pas un mensonge, il sort ses armes et défie Alec en duel, demandant à Vaughan d'être le témoin du combat. Regulu charge Alec, le forçant à se défendre avec sa baguette, mais il est pris au dépourvu par le fait que Regulu utilise des dagues au lieu de son épée longue habituelle. Il y a quelques années,
lorsque Regulu avait choisi son arme pour la première fois, Alec lui avait conseillé d'opter pour des dagues plutôt qu'une épée longue, car son corps était encore trop petit pour en supporter efficacement le poids, mais Regulu avait immédiatement rejeté ses préoccupations sans y réfléchir à deux fois. Cependant, il suit désormais ce conseil. Cependant, le simple fait de changer d'arme ne l'a pas rendu meilleur combattant comme par magie, et Alec a esquivé l'une de ses attaques, laissant Regulu s'écraser face contre terre. Il comprend que Vaughan a quelque chose à voir avec tout cela, et il demande ce qu'il a dit au prince, mais tout ce que Vaughan a dit à Regulu, c'est que s'il voulait réfuter la force d'Alec, il devait prouver ses dires en le battant au combat. En fin de compte, c'était le choix de Regulu de venir ici et de défier Alec, et Regulu mérite un peu de crédit ici, car il n'a même pas envisagé de recourir à des coups bas, il est simplement venu ici pour un combat loyal en tête-à-tête. Ces dagues sont des artefacts, elles ont donc une puissance de frappe respectable, et lorsque Regulu affronte Alec de front, il parvient à briser son bouclier, mais c'est tout ce qu'il peut faire. Regulu s'est beaucoup entraîné avec ses dagues en vue de ce combat, et elles lui ont fait comprendre que la magie de soutien d'Alec était la seule raison pour laquelle il était arrivé aussi loin dans le donjon. Après le renvoi d'Alec, il a continué à essayer de franchir le 30e étage du donjon à plusieurs reprises, mais il finissait toujours par être gravement blessé, et il ne comprenait pas pourquoi. Cependant, il finit par décider de lire les pages récupérées du rapport rédigé par Alec, et il fut furieux de constater que tout ce qu'Alec avait écrit s'était avéré vrai. S'il l'avait utilisé dès le début, il n'aurait pas échoué autant de fois. Rien qu'en le lisant, il comprit à quel point Alec était talentueux, et cela rendit encore plus difficile d'accepter la façon dont il avait traité. Regulu dit donc à Alec d'activer son artefact et de l'affronter. Alec demande à Regulu s'il est sûr de vouloir continuer à se battre malgré la différence de puissance entre eux, et Regulu refuse de reculer, mais avant qu'ils ne s'affrontent, Alec a une question à lui poser. Il veut savoir s'il est vrai que le roi souhaite réellement changer le fonctionnement de la cour royale, et Regulu le confirme, ajoutant que son père testait apparemment la force des paysans, raison pour laquelle il a envoyé Regulu et Alec dans le donjon. Si tout cela n'était qu'un test, cela explique pourquoi le roi l'a toujours traité avec tant de gentillesse, et cette nouvelle est la meilleure qu'Alec ait entendue de toute la journée, car cela signifie que les 4 années qu'il a passées comme magicien de la cour n'ont finalement pas été vaines. Quant à Regulu, il lui dit de se préparer, car il ne se retiendra pas. Il sort son artefact et se jette sur lui. Regulu tremble comme une feuille, car il sait qu'il va se faire tabasser, mais il reste prêt et attend l'arrivée d'Alec. Cependant, au moment de l'impact, Alec change de trajectoire et frappe le sol à la place de Regulu. Regulu exige de savoir pourquoi Alec a choisi de l'épargner, et il lui rappelle toutes les fois où il l'a insulté, ignoré et ridiculisé sans raison. Il a construit toute son identité autour de l'idée qu'il était supérieur simplement parce qu'il est noble, mais si ce n'est pas vrai, que doit-il faire maintenant? Il est venu ici en pensant que mourir des mains d'Alec serait un bon moyen de préserver au moins son honneur, mais même Alec le regarde avec pitié, et il ne sait pas quoi faire maintenant. Alec n'aime généralement pas rire du malheur des autres, mais il trouve amusant la tournure que les choses ont prise. Il est venu ici prêt à se battre contre Regulu, et il était sûr que Regulu lui crierait des insultes, mais il a fini par lui demander des conseils sur la vie. Et l'absurdité de la situation a fait réaliser à Alec à quel point tout cela est ridicule, alors il n'est plus en colère. Après avoir réalisé qu'Alec n'était pas en colère contre lui, Regulu s'excuse et dit qu'il est désolé pour la façon dont il a traité auparavant. Alec est sincèrement surpris, car il ne pensait pas que Regulu était capable d'assumer ses responsabilités et d'accepter son erreur. Il comprend que Regulu n'a agi ainsi que parce que c'est ainsi qu'il a été élevé, et même si cela ne rend pas son comportement acceptable, comme il est prêt à changer, Alec décide de passer outre et tend la main à Regulu. Regulu tend la main pour saisir celle d'Alec, mais il se retire au dernier moment, car il est encore un peu gêné par toute cette histoire et veut conserver une partie de sa fierté. Il sort ensuite la cape de magicien de la cour qui appartenait à Alec et s'excuse de la lui avoir prise ce jour-là. Il dit à Alec qu'il peut la récupérer s'il le souhaite, et lui remet également une lettre du roi indiquant qu'une place l'attend à la cour royale s'il décide un jour d'y retourner. Alec demande si le roi essaie de lui ordonner de revenir, mais Vaughan lui répond qu'il s'agit explicitement d'une demande et qu'il est libre de refuser s'il le souhaite. Dans ce cas, Alec dit qu'il n'a pas besoin de la cape ni de la lettre, car il est parfaitement heureux avec son groupe et n'a aucune intention de le quitter à nouveau. Regulu accepte la décision d'Alec, mais il souhaite tout de même qu'il garde la cape, car elle lui appartient de droit. Il dit ensuite à Vaughan qu'il est temps pour eux de partir, car il n'a plus rien à dire à Alec, mais alors qu'il s'éloigne, un léger sourire se dessine sur son visage, et il semble qu'Alec et Regulu aient tous deux tiré une certaine conclusion de cette rencontre. Le lendemain matin, Alec retrouve ses amis et leur demande s'ils ont du temps libre aujourd'hui. Yora, Krasia et Ornest répondent tous qu'ils sont libres, alors il lui demande ce qu'il a en tête. Alec leur dit qu'il aimerait qu'il lui fasse visiter Vissel, car il n'est toujours pas habitué à cet endroit. Mais alors qu'il serait normalement ravi de l'aider, Ornest et Krasia y voient une occasion en or de laisser Yora seule avec Alec.
Ils inventent donc tous deux de faux prétextes pour se défiler et disent à Alec qu'il devra se contenter de Yora. Alec ne remarque rien d'étrange dans le fait que les autres se désistent soudainement, et Yora en rit, mais elle sait que ces deux-là viennent de lui offrir une occasion en or. Cependant, elle la gâche presque immédiatement en demandant à Alec s'il souhaite reporter le rendez-vous, mais il répond que cela lui convient très bien d'être juste tous les deux. Yora est ravie d'entendre cela, alors elle se lève et lui promet de lui montrer tout ce qu'il y a à voir à Vissel. Plus tard dans la journée, Alec et Yora se promènent en ville, et elle lui explique que Vissel est une ville aventureuse où l'on vend régulièrement des armes, des armures et toutes sortes d'autres articles. Mais elle lui recommande également d'être prudent dans ses achats, car les marchands peu scrupuleux essaient souvent de vous arnaquer en vous vendant des babioles sans valeur. C'est un bon conseil, mais Yora le donne alors qu'elle vient littéralement de se faire avoir par un marchand, et Alec n'est pas sûr qu'elle comprenne vraiment à quoi ressemble un marchand peu scrupuleux. Le marchand essaie littéralement de lui vendre une drogue qui est censée permettre de se battre pendant plusieurs jours sans repos, et Yora est complètement tombée dans le panneau. Mais un simple coup d'œil à son aura menaçante suffit à Alec pour comprendre que cette pilule est mauvaise, alors il attrape la main de Yora et lui dit de le suivre. Il pense qu'il vaudrait mieux laisser Ornest et Krasia faire les courses à leur place, car Yora a tendance à se laisser distraire. Et bien qu'elle ne nie pas se faire avoir de temps en temps, la dernière fois qu'elle a demandé à Ornest et Krasia de faire les courses, Ornest est revenu déguisé en Zoro et Krasia a acheté un ours en peluche géant, donc on ne peut pas non plus faire confiance à ces deux-là pour faire les courses. Dans ce cas, Alec propose de s'occuper des achats du groupe à partir de maintenant, et Yora lui répond que cela lui serait d'une grande aide. Après avoir marché un peu plus loin, Alec aperçoit un café et suggère à Yora de faire une pause. Ils entrent tous les deux pour prendre un thé. Alors qu'ils sont assis, Alec se souvient à quel point Ornest et Krasia semblaient détester Loki, et il demande à Yora ce qu'il en est. Yora lui répond que c'est une longue histoire et lui explique qu'il y a 2 ans, ils ont croisé un groupe de rangs à qui rencontraient des difficultés dans un certain donjon, et qu'ils se sont arrêtés pour les aider. Peu après, Loki et Riwell sont également arrivés pour aider, et ils ont tous fini par travailler ensemble pour vaincre le boss de l'étage. Cependant, pendant le combat, Ornest a été blessé en protégeant l'un des aventuriers de rang A, recevant un jet d'acide dans le dos. Une fois le combat terminé, Ornest a essayé de faire semblant que tout allait bien, mais ses jambes ont lâché sur le chemin du retour, et Loki et Riwell l'ont donc porté jusqu'à la maison. Jusqu'à présent, Loki avait plutôt bien traité Ornest, mais pendant qu'Ornest était inconscient, sa lance n'arrêtait pas de frapper Loki à la tête, alors Loki a fini par craquer et l'a jeté dans la forêt, où elle a disparu à jamais. Yora ne pense pas que Loki l'ait fait par méchanceté ou quoi que ce soit d'autre. En fait, il ne pensait probablement pas que ce serait grave, car la lance était déjà en très mauvais état. Mais Ornest aimait vraiment cette lance, alors quand il s'est réveillé et a découvert que Loki l'avait jetée, il était vraiment furieux. Même dans ce cas, Ornest aurait probablement pardonné à Loki s'il s'était simplement excusé, car c'était une erreur honnête, mais Loki ne comprenait vraiment pas pourquoi Ornest accordait autant d'importance à une lance cassée. Depuis lors, Ornest et Loki sont en désaccord, et Yora trouve franchement ridicule que leur querelle ait commencé à cause d'une simple lance. Alec est d'accord avec elle, mais cela n'explique toujours pas pourquoi Krasia n'aime pas Loki. Yora explique alors que Krasia n'a en réalité aucune raison de détester Loki, elle n'aime simplement pas son attitude. Peu après, Alec et Yora se remettent à marcher dans la ville, et Yora rappelle à Alec tout le temps qu'ils passaient à faire du shopping ensemble à Galdana. Ils mettaient leur argent en commun pour acheter des potions, et à un moment donné, Krasia a essayé d'en fabriquer elle-même, mais ses expériences se soldaient toujours par un échec. Alors qu'ils continuent à marcher, Yora aperçoit soudain un ruban elfique exposé dans l'une des échoppes, et elle n'en croit pas ses yeux. Ce sont des objets incroyablement rares qui augmentent le pouvoir magique de leur utilisateur, et elle en cherche un depuis des lustres, mais il coûte 50 000 gilles, et elle n'a pas cette somme pour le moment. Elle est vraiment déçue, car si elle ne l'achète pas maintenant, quelqu'un d'autre le fera probablement avant la fin de la journée. Mais comme cela semble vraiment important pour elle, Alec décide de l'acheter. Yora lui demande s'il est sûr de vouloir dépenser autant d'argent pour elle, mais Alec répond que c'est pour le bien du groupe, car la magie de Yora est un élément essentiel de leur coordination. De plus, il est riche grâce à tout l'argent qu'il a économisé en travaillant comme magicien à la cour, et il voulait lui offrir quelque chose de beau. Yora sourit et dit à Alec qu'elle chérira son cadeau de tout son cœur, ce qui réjouit Alec. Les deux passent ensuite le reste de la journée à s'amuser ensemble dans toute la ville, et ils terminent en regardant le coucher de soleil depuis la tour de l'horloge. Yora demande à Alec ce qu'il pense de Vissel, et il répond qu'il aime la liberté et la vitalité de tout le monde ici, car cela lui donne l'impression d'être un véritable aventurier. Après avoir entendu cela, Yora demande à Alec s'il souhaite vraiment faire partie de son groupe. Elle l'a invité à la rejoindre juste après qu'il ait été banni de la capitale royale, et elle a donc l'impression d'avoir profité du fait qu'Alec n'avait nulle part où aller pour le convaincre de la rejoindre. Elle dit à Alec que s'il veut partir, elle ne l'en empêchera pas.
Mais il l'interrompt et lui dit qu'il avait effectivement quelque chose à faire à Galdana avant de partir, mais que cela n'a plus d'importance pour lui. À présent, son objectif est de devenir le groupe le plus puissant au monde, comme l'a suggéré Ornest, et il ne pourrait pas y parvenir sans Yora et les autres à ses côtés. Il n'a donc aucune intention de quitter le groupe. Yora est heureuse de l'entendre dire cela, et c'est un changement agréable par rapport à son comportement habituel, car Alec est généralement du genre à garder les choses pour lui. Alec dit qu'il voulait juste lui faire part de ses véritables sentiments, et qu'il a en fait une autre chose à lui dire. Yora rougit, pensant qu'Alec va lui avouer ses sentiments, mais alors qu'elle se penche vers lui, s'attendant à un baiser, il rit et lui explique qu'il est si ouvert à propos de ce qu'il pense parce qu'il a perdu un pari avec Ornest, et qu'il n'a donc plus le droit d'avoir de secrets. Yora se rend compte qu'Alec ignore toujours complètement qu'elle l'aime bien, ce qui la met mal à l'aise car elle espérait vraiment qu'il ferait le premier pas frustré, elle se détourne, et Alec ne comprend pas ce qui la dérange tant. Le lendemain matin, Ornest va réveiller Alec et le trouve évanoui dans son lit, entouré d'une pile de livres. Il essaie de le réveiller normalement en l'appelant par son nom, mais comme cela ne fonctionne pas, il retire simplement les draps et lui crie de se réveiller. Il dit à Alec qu'un aventurier se lève toujours à l'aube pour être prêt pour la journée, et Alec comprend cela, mais il ne comprend pas comment Ornest peut avoir autant d'énergie si tôt le matin. Une fois qu'Alec est habillé, lui et Ornest se rendent dans le jardin pour commencer leur entraînement, et ils s'y mettent avec beaucoup d'ardeur, alors Yora leur dit de se calmer un peu avant que l'un d'eux ne se blesse. Cependant, Alec et Ornest l'ignorent complètement et se battent encore plus fort, tous deux désireux de surpasser l'autre. Le combat se termine finalement par la destruction de l'épée d'Alec contre Ornest, mais même si Ornest a gagné, il traite Alec de monstre pour avoir réussi à le suivre malgré son statut de mage. Quoi qu'il en soit, il pense qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure. Alors il dit à Alec de sortir son artefact afin qu'il puisse continuer à se battre, mais Yora s'interpose et leur dit d'arrêter, car s'il continue, quelqu'un va vraiment se blesser. À ce moment-là, Loki arrive par hasard, et comme tout le monde s'entraîne pour devenir des aventuriers de rang S, il leur propose avec suffisance de leur donner quelques conseils. Cependant, le groupe n'est pas du tout intéressé, alors ils s'éloignent tous pour vaquer à leurs occupations. Mais Loki sort alors une carte d'identité de rang S et leur demande s'ils veulent vraiment le traiter ainsi alors qu'il a recommandé leur groupe pour une promotion au rang S. Dès qu'il dit cela, Yora se retourne et commence à le taquiner pour voir la carte, car elle est très enthousiaste à l'idée de la promotion, mais Loki répond qu'il ne la lui donnera pas tant qu'Ornest ne s'excusera pas pour toutes les fois où il a traité comme un idiot. Ornest refuse de le faire, mais tout à coup, Krista et Riwell apparaissent et demandent à Loki d'arrêter de causer des problèmes au groupe de Yora. Ils expliquent qu'ils ont déjà recommandé la promotion au rang S pour une durée indéterminée, et que le maître de la guilde l'a approuvé, donc ils sont juste là pour déposer leur nouvelle carte d'identité de rang S. Tout le monde est très heureux de cette promotion, mais Krista s'approche d'Alec et lui dit qu'elle pense que cela ne suffit pas pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour son groupe. Elle lui dit donc que s'il a un jour des ennuis, il ne doit pas hésiter à l'appeler à l'aide. Alec apprécie cette offre et lui répond qu'il s'en souviendra. Pour fêter le fait que l'Asting Period soit désormais classé S, Loki suggère qu'ils aillent tous déjeuner. Ils se rendent donc à la taverne et dégustent un copieux repas composé du menu haut de gamme proposé par Loki. Alec a encore du mal à croire qu'il fait vraiment partie d'un groupe classé S, mais Ornest remarque son expression et lui dit qu'il ferait mieux de ne pas penser qu'il n'a pas sa place ici. Il lui dit que ce n'est que le début de leur légende, et que s'il se laisse envahir par des doutes stupides, Ornest va lui mettre une raclée. Alec dit qu'il comprend, alors Yora propose de porter un toast pour célébrer leur promotion au rang S, et il commande un tonneau de l'alcool le plus cher de la taverne, aux grandes dames du portefeuille de Loki. Tard dans la nuit, tout le monde a bien bu, et ils se préparent à rentrer chez eux, mais Yora s'est évanouie après avoir abusé de l'alcool. Krasia explique que Yora était simplement de très bonne humeur, en partie à cause de la promotion au rang S du groupe, mais aussi parce qu'Alec a refusé l'invitation du roi à retourner à Galdana afin de pouvoir rester ici avec eux. À ce moment-là, Misha arrive en courant à la recherche de Krasia et lui explique que la guilde a besoin d'un guérisseur supplémentaire et qu'ils auraient vraiment besoin de son aide. Krasia accepte d'aider et se rend à l'infirmerie de la guilde pour commencer à soigner les gens. Elle est surprise par le nombre de blessés et demande à Misha s'il y a eu récemment un raid raté dans un donjon. Cependant, Misha lui répond que ces blessures n'ont pas été causées par des monstres, mais par des humains. Krasia est choquée, car c'est la première fois qu'elle en entend parler, mais apparemment, un groupe de criminels s'en prend depuis peu aux aventuriers et se fait appeler la Guilde de l'Ombre. À ce moment-là, le maître de la guilde vient demander l'aide de Krasia, car il a un autre aventurier blessé à soigner. La jeune fille est en très mauvais état, mais l'infirmerie étant pleine, le Viel a dû l'amener dans sa chambre. Elle s'appelle Olivia, et elle était seule lorsqu'elle a été attaquée par la Guilde de l'Ombre. Son état est critique, mais tant que Krasia est là pour la soigner, le Viel est sûr qu'elle s'en sortira. Krasia commence à examiner toutes les blessures d'Olivia, mais alors qu'elle s'apprête à la soigner, Olivia se réveille et attrape la main de Krasia.
Elle exige de savoir où elle se trouve. Alors Krasia lui explique qu'elle a été amenée à la guilde pour y être soignée après avoir été attaquée par la guilde de l'ombre. Krasia demande alors à Olivia si elle se souvient d'informations utiles concernant la guilde de l'ombre, et à ce moment-là, Olivia se met en colère car elle se souvient comment elle a été trahie. Elle jure de se venger de ce qu'il lui a fait, et demande donc à Krasia de la soigner le plus rapidement possible afin qu'elle puisse sortir et se battre, mais Krasia refuse catégoriquement car si Olivia sort et commence à se battre juste après avoir été soignée, cela ne fera qu'aggraver son état. Elle s'énerve et commence à essayer de convaincre Krasia de la soigner en utilisant la force, mais comme Krasia l'avait prévenu, bouger autant dans son état actuel la fait s'évanouir. Alors Krasia recommence le processus de guérison. Olivia fait partie du groupe Nameless et elle est l'une des meilleures épéistes de Vissel, mais cela soulève la question suivante. Qui serait assez fort pour lui infliger de tels dommages? Le lendemain matin, Krasia a fini de soigner Olivia, et elle est tellement fatiguée qu'elle s'endort au chevet du lit. Pendant ce temps, ailleurs dans la ville, Alec était à la bibliothèque en train de lire des ouvrages sur le donjon arcanique lorsqu'il est soudainement abordé par un garçon nommé Léorg. Il dit qu'il est membre du groupe S-Rank Nameless et demande à Alec s'il serait prêt à se joindre à lui pour un raid dans le labyrinthe. Plus tard, Krasia se rend dans la chambre d'Olivia pour voir comment elle va, mais elle la trouve en train de s'entraîner au combat à l'épée alors qu'elle devrait se reposer, et Leviel est simplement assis là pendant qu'elle s'entraîne. Krasia lui demande pourquoi il ne l'a pas arrêtée, mais il répond qu'Olivia refuse d'écouter quoi que ce soit de ce qu'il dit, et qu'il ne pouvait donc rien faire. Elle refuse même de lui dire ce qui s'est passé avec la guilde de l'ombre, ce qui l'empêche de poursuivre son enquête. Krasia attrape Olivia et lui dit qu'elle doit s'allonger, mais Olivia rétorque que le vrai problème ici est le fait qu'elle ne peut toujours pas utiliser ses jambes correctement, alors elle crie à Krasia de faire son travail de guérisseuse. Olivia est très impolie, mais Krasia ne se laisse pas impressionner et demande à Leviel de quitter la pièce afin qu'elle puisse commencer à soigner les jambes d'Olivia. Krasia commence alors à utiliser sa magie de guérison sur Olivia, qui est surprise qu'elle ne lui pose aucune question sur ce qui s'est passé. Krasia comprend plus ou moins qu'Olivia a été trahie par quelqu'un en qui elle avait confiance, et si elle ne veut pas en parler, Krasia n'a pas l'intention de la questionner, mais pour l'instant, Olivia a besoin d'aide, et elle veut donc faire tout son possible pour l'aider. Après avoir entendu cela, Olivia se rend compte que Krasia est simplement une personne gentille qui essaie de l'aider. Pourtant, elle n'a fait que lui manquer de respect pendant tout ce temps. Elle se sent très mal à propos de son comportement, alors elle se met à genoux et s'excuse pour la façon dont elle s'est comportée auparavant. C'est sa propre faiblesse qui l'a mise dans cette situation, et elle a reporté sa frustration sur Krasia, mais elle promet de se rattraper. Krasia est heureuse qu'Olivia ait changé d'avis, mais elle ne veut pas qu'elle se sente trop mal, alors elle lui donne un petit baiser sur le front. Olivia panique et demande à Krasia pourquoi elle a fait cela, mais celle-ci répond que c'est simplement quelque chose que sa mère faisait pour la calmer lorsqu'elle était bouleversée, et qu'elle a pensé que cela pourrait l'aider. En entendant Krasia dire cela, Olivia se souvient de sa propre mère, et Krasia remarque qu'elle semble plongée dans ses pensées, mais lorsqu'elle lui en parle, Olivia change de sujet et demande si elle peut avoir quelque chose à boire. Krasia est ravie de l'aider et prépare une tasse de thé pour Olivia, mais avant qu'elle n'ait pu se servir une tasse pour elle-même, Olivia lui dit qu'elle a une autre faveur à lui demander. Elle dit qu'elle vient de se rendre compte qu'elle n'a rien mangé depuis hier et qu'elle a un petit creux. Krasia comprend et propose d'aller chercher des snacks, mais dès qu'elle quitte la pièce, Olivia se penche et dépose quelque chose dans la tasse de Krasia. Pendant ce temps, chez lui, Alec retrouve Yora et Ornest pour leur parler de sa rencontre avec Luor et de sa proposition de raid dans un donjon. Ornest a déjà entendu parler de Luor et il est sûr qu'Alec a dû être déconcerté par son apparence, mais en réalité, ce type est plus âgé qu'eux tous réunis. Alec n'arrive pas à y croire, alors Yora lui explique que Luor est un elfe et qu'il aime simplement se comporter de manière mignonne pour une raison quelconque, même s'il a au moins 100 ans. Quant au raid dans le donjon mentionné par Luor, Ornest est plutôt intrigué. Alors il demande à Alec s'il a plus de détails à ce sujet. Alec explique que Luor a dit que le raid aurait lieu au 72e étage du donjon et que le plan est d'y entrer et de le nettoyer le plus rapidement possible. Il propose même à Alec de garder le cœur du donjon une fois que tout sera terminé, mais Alec n'arrive pas à croire que Luor soit prêt à laisser le groupe d'Alec débarquer et nettoyer le dernier étage du donjon alors que Nameless travaille depuis des mois à le nettoyer. Luor voit qu'Alec est sceptique. Alors il lui explique que lui et le reste de son groupe ont en fait une affaire à régler avec la guilde de l'ombre, car celle-ci a blessé l'un de ses coéquipiers et qu'il doit se venger. Mais pendant qu'il s'occupe de cela, il ne pourra pas nettoyer le donjon, alors il espère qu'Alec et son groupe s'en chargeront à sa place. Yora pense que c'est une bonne affaire pour eux, mais Ornest se met à crier et dit que c'est beaucoup trop louche. Que le groupe de Nameless renonce à son droit de nettoyer le donjon est une chose, mais qu'il prévoit également de démanteler la guilde de l'ombre semble trop beau pour être vrai. Alec reconnaît que cela semble suspect, mais Yora, en revanche, ne pense pas que Luor soit le genre de personne à leur tendre un piège. Certes, il est un peu bizarre, mais c'est lui qui fait fonctionner son groupe, elle doute donc qu'il ferait quelque chose si Sinisté essayait de les piéger. Quoi qu'il en soit,
Rester ici ne leur apportera aucune réponse. Alors Ornest attrape le noyau et dit aux autres que la fille impolie que Krasia soignait hier venait apparemment de Namlès, donc s'ils veulent confirmer l'histoire de Luor, ils n'ont qu'à lui demander. Les autres sont d'accord, alors ils se dirigent tous vers la guilde, mais avant qu'ils puissent entrer, Misha arrive en courant, paniqué, et les bouscule. Il lui demande si quelque chose ne va pas, et Misha leur apprend qu'il est arrivé quelque chose de terrible à Krasia, c'est pourquoi elle était si pressée de trouver de l'aide. Le groupe entre et trouve Krasia appuyée contre le mur, à peine capable de tenir debout, alors ils se précipitent vers elle pour voir comment elle va. Krasia leur dit qu'elle va plutôt bien, mais qu'elle a été droguée plus tôt, et qu'à son réveil, Olivia avait disparu. Il ne faut pas être un génie pour comprendre que c'est Olivia qui a drogué Krasia, mais Krasia est toujours très inquiète car elle pense qu'Olivia est peut-être retournée dans le labyrinthe pour se venger. Ornest lui demande pourquoi il devrait s'inquiéter si Olivia veut risquer sa vie pour se venger. Alors Krasia explique que les blessures d'Olivia ne sont pas encore complètement guéries et qu'elle n'est donc pas en état de se battre. Ornest comprend cela, mais il ne comprend toujours pas pourquoi il devrait s'inquiéter, car en fin de compte, c'était la décision d'Olivia, et elle se trouve être la plus forte épéiste du royaume, il doute donc que la Guilde de l'Ombre puisse réellement la vaincre. Ornest a peut-être raison au sujet de la force d'Olivia, mais Krasia se souvient qu'elle a mentionné un traître, et elle ne pense donc pas que la Guilde de l'Ombre ait pu la vaincre seule. Il doit y avoir quelqu'un d'autre qui l'attend dans le donjon, quelqu'un qui est assez fort pour avoir laissé la meilleure épéiste du royaume dans un état critique, et Krasia ne va pas rester les bras croisés et la laisser se faire tuer, même si cela ne la concerne pas. Elle dit qu'elle ira seule si les autres ne veulent pas l'aider, mais alors qu'elle franchit la porte d'entrée, elle se rend compte que les autres la suivent. Ils disent qu'ils ne peuvent pas laisser Krasia affronter seule le danger du donjon, donc si elle tient tant à sauver Olivia, ils l'accompagneront. Ils se dirigent tous ensemble vers l'entrée du donjon labyrinthique, mais Ornest n'a vraiment pas envie d'affronter le labyrinthe. Alec lui demande pourquoi, et Yora explique qu'il y a des tonnes de pièges de téléportation disséminés dans tout le donjon, ce qui rend la navigation difficile. Marbel ajoute qu'il est courant que les groupes se séparent à l'intérieur, et que tout le monde doit donc être extrêmement prudent. C'était un avertissement utile, mais le groupe n'a aucune idée de ce que Marbel fait ici. Elle leur dit qu'elle a entendu dire qu'Olivia s'était enfuie pour échapper à la culpabilité et qu'elle retournait dans le donjon, alors elle est venue ici dans l'espoir de rattraper Olivia avant qu'elle n'y entre, mais elle est arrivée trop tard, c'est pourquoi elle veut se joindre à leur groupe. Elle explique que Luor lui a également demandé de se joindre au raid pour remplacer les compétences d'Olivia, car elle est également une épéiste de rang S, mais la principale raison pour laquelle elle a accepté de venir est qu'elle voulait voir de plus près la magie incroyable d'Alec. Cependant, Yora n'est pas d'accord, alors elle repousse Marbel et lui dit que contrairement à Namlès, ils ont déjà mis en place une dynamique d'équipe et qu'ils ne veulent pas la gâcher. Alec demande à Ornest de quoi parle Yora, alors il explique que même si Namlès est un groupe, les membres de l'équipe agissent plutôt comme des aventuriers solitaires. Luor a réussi à les convaincre de se réunir, mais la plupart d'entre eux préfèrent partir à l'aventure seuls, et lorsqu'ils ne sont pas en train d'explorer des donjons, ils se moquent complètement les uns des autres. Olivia, par exemple, déteste que d'autres personnes se mêlent de ses affaires, c'est pourquoi elle refuse l'aide de quiconque et peut parfois paraître impolie, mais Marbel sait qu'au fond, c'est une bonne personne. Marbel avait l'habitude de traîner avec Olivia chaque fois qu'elle s'entraînait, et au début, Olivia essayait de se débarrasser d'elle en lui disant qu'elle préférait être seule et en lui expliquant que la seule raison pour laquelle elle avait rejoint Namlès était parce qu'elle avait besoin d'un groupe pour explorer les donjons, mais cela ne fit que renforcer la détermination de Marbel. Comme Olivia n'avait aucun attachement à son équipe actuelle, Marbel lui a demandé si elle voulait faire un raid dans un donjon avec elle, et Olivia a accepté. Depuis, elles sont devenues de bonnes amies. Marbel ne les forcera pas à l'emmener si cela leur cause des désagréments, mais elle est très inquiète pour Olivia, alors elle leur demande de faire tout leur possible pour la sauver. Avant que le groupe ne s'engage dans le donjon, Ornest lance un bracelet à Alec et lui dit de le mettre, car c'est leur arme secrète pour le donjon. Alec n'a aucune idée de ce que fait le bracelet, mais il fait confiance à Ornest, et ils entrent tous ensemble, mais avant d'aller trop loin, Krasia a l'intention de mettre en place son propre cercle de téléportation, afin que si quelqu'un tombe accidentellement dans un piège de téléportation, il puisse facilement se téléporter à cet endroit. Ornest est impressionné par la façon dont Krasia a si bien réfléchi à la situation, alors il commence à lui tapoter la tête, mais Krasia n'aime pas être traitée comme une enfant, surtout par Ornest, alors elle arrête ce qu'elle est en train de faire et lui donne un coup de pied si violent qu'il est projeté en l'air. Malheureusement, il atterrit directement dans un piège de téléportation, et quand Alec tente de sauver Ornest, il marche lui aussi sur un piège de téléportation. Ornest et lui sont donc envoyés à un endroit aléatoire dans le donjon, et c'est en quelque sorte la faute de Krasia. Alec n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve, mais il est entouré de dizaines de monstres, il va donc devoir se battre seul pour s'en sortir. Alors que les monstres se précipitent sur lui, il lance Thunderbolt à plusieurs reprises pour les éliminer avant qu'ils ne s'approchent trop près. Cependant, l'un d'eux parvient à se faufiler derrière lui, mais avant qu'il ne puisse attaquer, il est fauché par une des flèches de Krasia.
Alec est soulagé de revoir Krasia, mais il se demande comment elle a réussi à le retrouver si rapidement. Elle lui explique que c'est grâce au bracelet qu'il porte. Il s'agit d'un anneau de Möbius, et lorsque deux personnes portent une paire assortie, cela les empêche d'être séparées l'une de l'autre. Cela signifie que peu importe le nombre de fois où Alec est téléporté, l'anneau envoie automatiquement Krasia au même endroit que lui, il n'y a donc aucun risque qu'ils soient séparés. Yora et Ornest ont l'autre paire, ils devraient donc pouvoir se débrouiller où qu'ils soient. Cependant, du côté d'Ornest et Yora, les choses ne semblent pas très bien se passer puisqu'ils sont poursuivis par des dizaines de monstres. Ornest est peut-être capable de s'en sortir seul, mais Yora n'a aucune capacité de combat. Elle crée donc un pilier de terre pour empêcher les monstres de l'atteindre, et Ornest saute pour s'occuper des monstres. Elle lui donne également un léger bonus d'endurance et de vitesse afin qu'il ne s'épuise pas trop pendant le combat. Grâce à ce coup de pouce, Ornest est capable de passer devant tous les monstres les plus faibles et de trancher la tête du plus gros en un instant. Tous les petits monstres prennent peur et s'enfuient après l'avoir vu faire, et Ornest est un peu déçu car il espérait les utiliser pour s'échauffer. Yora descend et dit à Ornest qu'il a fait un travail incroyable en s'occupant de ces monstres, et il adore tous ses compliments, mais alors qu'ils marchent, ils finissent par tomber sur les restes du boss de l'étage. Yora n'en croit pas ses yeux, car on dirait que quelqu'un a vaincu le boss d'un seul coup d'épée, et elle ne voit personne d'assez fort pour accomplir un tel exploit, mais Ornest sait qu'il n'y a qu'une seule personne capable d'une telle prouesse, et c'est Méléadial, la maître épéiste. Pendant ce temps, ailleurs dans le donjon, le chef de la guilde de l'ombre dit à Méléa à quel point il est impressionnant, car non seulement il a réussi à vaincre le boss instantanément, mais il a également battu à plate couture cette épéiste de rang S, Olivia de Namless. Méléa répond que s'il a réussi à battre Olivia aussi facilement, c'est uniquement parce qu'il la connaît et qu'il sait comment elle se bat. Le chef de la guilde de l'ombre explique que cela explique pourquoi elle a été si choquée lorsqu'elle l'a vue, mais si Méléa connaît vraiment une épéiste de rang S de la guilde, alors cela n'a aucun sens qu'il travaille avec la guilde de l'ombre puisqu'il aurait pu travailler avec Olivia à la place. Méléa répond simplement que son objectif coïncide actuellement avec celui de la guilde de l'ombre, mais que son souhait est différent du leur. Il ne sait pas ce que la guilde de l'ombre espère accomplir, mais il veut devenir aussi fort que possible, et pour cela, il a besoin d'acquérir autant d'expérience que possible. À ce moment-là, un groupe de membres de la guilde de l'ombre arrive et informe son chef qu'ils ont repéré des intrus au 72e étage. Il ordonne alors à ses hommes d'aller le tuer immédiatement. Au même moment, Alec et Krasia trouvent Olivia recroquevillée dans un coin, blessée. Lorsqu'elle aperçoit Krasia, elle lui demande avec désinvolture de soigner ses blessures afin qu'elle puisse continuer à avancer, mais Krasia refuse, sachant qu'Olivia s'enfuira à nouveau dès qu'elle aura terminé. Olivia est agacée que Krasia refuse de la soigner, mais elle n'a pas l'intention de se laisser arrêter pour autant, alors elle se remet debout pour continuer à avancer malgré ses blessures. Cependant, Alec et Krasia lui barrent le chemin, et Krasia lui dit qu'elle ne la laissera pas partir tant qu'elle ne leur aura pas dit pourquoi elle fait tout cela. Elle lui demande si cela a un rapport avec la guilde de l'ombre, mais Olivia ricane et répond qu'il est impossible qu'elle perde face à la guilde de l'ombre. La personne qu'elle recherche est son ancien professeur, et elle veut le tuer car c'est lui qui a laissé mourir sa mère. Elle active alors un piège de téléportation pour échapper à Alec et Krasia, mais ceux-ci remarquent son intention et parviennent à atteindre le cercle avant qu'il ne s'active, les envoyant tous les trois au cœur d'un repère de monstres. Ils sont complètement encerclés, alors Alec se précipite pour éliminer quelques monstres, mais ils sont trop nombreux pour qu'il puisse s'en sortir seul. Krasia décide de soigner Olivia afin qu'elle puisse se battre, et elle lui dit qu'elle peut créer un cercle de téléportation pour les faire sortir de là, mais que cela va prendre un certain temps, et qu'elle a donc besoin qu'Olivia et Alec retiennent les monstres. C'est tout ce qu'Olivia avait besoin d'entendre, alors elle se précipite pour rejoindre Alec dans le combat. Mais bien qu'Alec soit un bon épéiste, il a encore des lacunes, et dans ce cas précis, il ne parvient pas à atteindre le point faible des monstres, il doit donc battre en retraite. Olivia, en revanche, ne semble avoir aucun mal à trancher la tête des monstres. Lorsqu'elle se rend compte à quel point Alec est en difficulté, elle lui dit qu'il doit s'entraîner plus souvent, car un épéiste de rang S comme lui ne devrait pas avoir autant de mal à combattre des monstres comme ceux-ci. Krasia finit par terminer la mise en place de son cercle de téléportation et dit à Alec et Olivia qu'il est temps pour eux de partir. Mais lorsqu'elle essaie d'activer le cercle, celui-ci s'effondre soudainement, ce qui lui fait comprendre que cette partie du donjon doit être protégée par une barrière anti-magie. Ils ne pourront donc pas utiliser de sorts tant qu'ils n'auront pas éliminé le mangeur de magie. De plus en plus de monstres commencent à approcher, alors Olivia demande à notre héros s'il pense pouvoir faire mieux que la dernière fois, et Alec répond qu'il fera de son mieux. Les deux commencent alors leur attaque, et tandis qu'Alec regarde Olivia trancher les corps des monstres, il remarque qu'elle est très silencieuse et efficace dans ses coups. Pas étonnant qu'on la surnomme la meilleure épéiste de la ville. Il ne veut pas qu'elle sous-estime ses talents d'épéiste, alors il passe à la vitesse supérieure et tranche l'un des monstres en deux.
Sa démonstration de puissance impressionne quelque peu Olivia, qui lui dit qu'il n'est pas mauvais, mais qu'il a encore beaucoup de chemin à parcourir s'il veut maîtriser son épée. Elle lui dit qu'il doit cesser de compter autant sur sa force pour vaincre ses ennemis, essayer plutôt de les surpasser. Alec apprécie vraiment ce conseil, mais cela ne change rien au fait qu'ils sont toujours encerclés, car peu importe le nombre de monstres qu'ils abattent, d'autres continuent d'apparaître. Ils ne progresseront pas ainsi, alors Olivia demande à Krasia si elle a découvert l'emplacement du mangeur de magie qui génère le champ anti-magie. Krasia pense qu'il se trouve là-bas, mais il est impossible de s'y rendre avec autant de monstres sur le chemin. Cependant, Olivia n'hésite pas une seconde et se précipite malgré les risques. Pendant ce temps, Alec attire l'attention des autres monstres pour gagner du temps pour Olivia, mais elle va devoir se dépêcher car il ne pourra pas tenir longtemps. Krasia prévient Ornest que des monstres arrivent également par le haut, et lorsqu'il lève les yeux, il voit un monstre vautour qui tente de fondre sur lui, alors il bloque ses serres avec son épée. La force du vautour est si intense qu'elle manque de faire céder le sol sous ses pieds, mais il parvient à tenir bon et à le repousser. Cependant, le vautour revient à la charge, et il doit encore s'occuper des autres monstres présents, il est donc sur le point d'être submergé. Heureusement, il parvient à piéger le vautour pour qu'il élimine l'un des grands cyclopes, ce qui lui fait un monstre de moins à affronter, mais le vautour reste un gros problème pour lui. Pendant ce temps, Olivia continue de se diriger vers le mangeur de magie, qui s'avère être ce monstre squelette. Lorsqu'elle s'en approche, elle le poignarde à la poitrine et détruit sa ceinture, ce qui devrait faire disparaître le champ anti-magie. Olivia crie à Krasia de commencer à créer un autre cercle de téléportation. Pendant ce temps, comme Alec peut désormais utiliser sa magie, il lance un sort de foudre quintuple pour incinérer tous les monstres d'un seul coup. Ils se précipitent alors tous vers Krasia avant que d'autres monstres n'apparaissent, et ils sont tous téléportés hors du nid des monstres. Maintenant qu'ils sont en sécurité, Olivia demande à Alec pourquoi il ne lui a pas dit qu'il était un mage plutôt qu'un épéiste, car elle se sent maintenant idiote d'avoir critiqué ses compétences à l'épée plus tôt. Mais Alec lui répond que ses conseils lui ont en fait été très utiles et qu'il prévoit de s'entraîner à l'épée une fois qu'ils seront de retour en ville, mais que pour l'instant, tout ce qui compte, c'est que tout le monde soit en sécurité. À ce moment-là, Krasia les interrompt et lui dit que même si Olivia semble en bonne forme pour l'instant, la magie de guérison n'est pas parfaite, et que si elle continue à se battre ainsi, ses blessures ne tarderont pas à se rouvrir et elle se retrouvera à nouveau dans un état débilitant. Krasia se souvient qu'Olivia a mentionné qu'un traître avait tué sa mère, et elle lui demande si elle serait disposée à donner plus de détails à ce sujet. Elle se confie et leur raconte l'incident qui s'est produit lorsqu'elle était encore enfant. Après la mort de sa mère aventurière, elle s'est retrouvée seule au monde, mais c'est alors que Méléa l'a recueillie. Il a commencé à lui apprendre à manier l'épée, et jour après jour, Olivia a progressé. Elle pleurait toujours la perte de sa mère, mais Méléa était comme un père pour elle, alors elle allait toujours le voir pour trouver du réconfort. Cependant, tout a changé le jour où il lui a révélé la vérité. Ils étaient en train de piller un donjon ensemble, et Olivia venait de lui montrer ses nouvelles compétences. Il lui a dit qu'elle était devenue incroyablement forte, mais l'instant d'après, il l'a abattue sans aucune explication. Puis, alors qu'elle gisait mourante sur le sol, il s'est penché vers elle et lui a avoué que c'était lui qui avait tué sa mère. Lorsqu'Olivia a enquêté, elle a découvert que Méléa faisait en fait partie du groupe de sa mère, il est donc possible qu'il l'ait vraiment tuée. Le fait qu'Olivia ait passé la majeure partie de sa vie à admirer l'homme qui a pris la vie de sa mère était trop difficile à supporter pour elle, elle a donc essayé de se venger de lui depuis, mais il a pratiquement disparu de la surface de la terre. Les cicatrices sur son dos lui rappellent la trahison de Méléa et la poussent à se venger, mais à part cela, elle n'a plus rien. Alec comprend ce qu'elle ressent, car après avoir été renvoyé de la cour royale, il avait l'impression de n'avoir plus aucune raison de vivre, mais ses amis lui ont montré que ce n'était pas vrai, et il est sûr qu'il en va de même pour Olivia. Olivia lui dit qu'elle n'a pas d'amis, mais Alec lui répond que Luor et Marbel semblaient vraiment se soucier de son bien-être. Elle sait que ces deux-là voulaient vraiment l'aider, mais elle ne pouvait pas les laisser s'impliquer, car même si elle veut se venger, elle est également bien consciente de la terrifiante maîtrise de l'épée de Méléa. Mais dans ce cas, Alec et Krasia lui proposent de l'aider à assouvir sa vengeance. Ailleurs dans le donjon, Ornest et Yora continuent de progresser dans les couloirs sinueux, mais ils n'ont aucune idée de l'endroit où ils se trouvent, car Ornest n'a cessé de tomber dans des pièges de téléportation. Yora est toujours un peu inquiète du fait que Méléa ait réussi à vaincre un boss d'étage d'un seul coup. D'après ce qu'Ornest sait de lui, il a probablement déjà atteint le dernier étage, et il ne serait pas surpris qu'Olivia soit déjà en route pour l'affronter. À ce moment-là, Ornest entend des bruits de pas approcher, alors il attrape Yora et lui dit de rester silencieuse pendant un moment. Un instant plus tard, les membres de la guilde de l'ombre sortent, et l'un d'eux semble être en train de grignoter des noyaux de donjon qu'il a volés à un groupe d'aventuriers plus tôt dans la journée. Ornest et Yora les affrontent, et les membres de la guilde de l'ombre sont choqués de les voir ici,
car on leur a dit que les intrus étaient des aventuriers du groupe Nameless, mais cela n'a pas vraiment d'importance, car leur travail consiste à éliminer tous les aventuriers qu'ils trouvent. Cependant, dès qu'ils attaquent, Ornest les assomme tous, et Yora utilise son sort de ligotage pour les attacher avec des chaînes. C'était à peu près ce à quoi Ornest s'attendait de la part des membres de la Guilde de l'Ombre, car il savait qu'il n'était pas si fort que ça, et il ne comprend pas pourquoi il mangeait tous ces noyaux de donjon, car cela ne semble pas les avoir rendus plus forts. Yora demande au chef du groupe si la Guilde de l'Ombre est là pour le noyau du donjon du dernier étage, mais celui-ci refuse catégoriquement de répondre à ces questions. Cependant, après que Yora ait menacé de l'étrangler avec ses chaînes, il devient soudainement beaucoup plus coopératif. Il admet que son patron leur a demandé de venir voler le noyau du donjon. Après cela, Yora lui demande quelle est sa relation avec Méléa, et le type a beaucoup à dire. Il n'arrive toujours pas à se remettre de la force incroyable de Méléa, car il a réussi à vaincre tout seul cet épéiste de Nameless, ainsi que le boss de l'étage. Ornest se rend compte que ces types ne sont pas les responsables, et que continuer à leur parler serait une perte de temps. Il dit à Yora qu'il devrait probablement retrouver Alec et les autres dès que possible, après quoi il pourrait s'assurer que ces types soient emprisonnés pour ce qu'ils ont fait. Cependant, le chef dit à Ornest qu'il a commis une erreur en sous-estimant le pouvoir des noyaux de donjon qu'il a consommés. La consommation de tous ces noyaux lui a permis d'absorber beaucoup d'énergie, et en un instant, il est capable de détruire le sol sous ses pieds et de se libérer de ses chaînes. Il saute ensuite par-dessus les débris, attrape Yora, désormais inconsciente, et s'enfuit, disant à Ornest qu'il peut venir le retrouver au fond du donjon. Pendant ce temps, Alec, Krasia et Olivia sont tous retournés au lieu de rendez-vous convenu, s'attendant à trouver Ornest et Yora qui les attendaient, mais ils ne sont pas là, et Krasia commence à s'inquiéter. Ils avaient tous décidé que s'ils se séparaient, ils se retrouveraient ici quoi qu'il arrive, donc si ces deux-là ne sont pas encore là, c'est qu'il leur est arrivé quelque chose. Après avoir mené une petite enquête, le groupe découvre un trou géant dans le sol, et ils sont sûrs qu'ils n'étaient pas là lorsqu'ils sont arrivés, donc il doit avoir été creusé récemment. Mais cela n'a aucun sens, car le sol et les murs du donjon sont censés être renforcés par magie, il devrait donc être impossible de les traverser ainsi. Olivia descend dans le trou et trouve le chapeau de Yora coincé sur l'un des rebords. Elle le lance à Alec, qui est désormais certain qu'il s'est passé quelque chose de terrible. Pendant ce temps, au fond du donjon, le membre de la Guilde de l'Ombre vient de ramener Yora à son chef et lui explique que cette fille est la mage de soutien rousse qu'il recherchait. Lorsque Yora reprend conscience, elle demande au chef de la Guilde de l'Ombre ce qui se passe ici, car elle ne comprend pas pourquoi ils ne l'ont pas déjà tuée. Gloria répond qu'il a ses raisons de la laisser en vie, mais qu'il n'est pas du genre à se lancer dans un monologue sans raison, elle devra donc rester dans l'ignorance. À ce moment-là, Méléa dit à Gloria d'arrêter de jouer avec Yora et de se concentrer sur le plan, car ils n'ont pas de temps à perdre avec ces jeux. Gloria lui répond que ce n'était qu'une blague et qu'il prend son travail très au sérieux, mais une seconde plus tard, Méléa l'avertit que quelqu'un arrive. Avant même qu'ils aient le temps de réagir, Ornest arrive en volant et poignarde le membre de la Guilde de l'Ombre dans le dos. Il se tourne ensuite vers Gloria, mais celle-ci parvient à réagir et crée une épée rouge pour contrer Ornest. Quant à l'autre membre de la Guilde de l'Ombre, il est toujours en vie grâce à l'énergie du noyau du donjon qu'il était en train de grignoter. Ornest l'a poignardé dans le dos et se demande comment il a pu le trouver si rapidement. C'est alors qu'il remarque le bracelet Morbius au poignet d'Ornest. Il sait parfaitement comment ces objets fonctionnent, alors il enlève celui qui se trouve au poignet de Yora, l'assomme, puis s'enfuit avec Méléa pour passer à l'étape suivante du plan. Quant à Gloria, son travail consiste à rester derrière et à occuper Ornest pendant que les deux autres s'enfuient, et il est convaincu qu'Ornest n'a pas ce qu'il faut pour le battre. Cependant, quelques instants plus tard, Ornest brise son épée et le poignarde à la poitrine, le faisant gicler du sang partout. Mais alors qu'Ornest pense que c'est enfin terminé, Gloria se relève malgré le trou béant dans son abdomen. Il utilise alors la magie du sang pour guérir entièrement sa blessure et déclare qu'il va désormais se battre de toutes ses forces. Ornest est surpris que Gloria ait pu se soigner complètement en si peu de temps, mais cela ne le dérange pas car il pense qu'il suffit de continuer à l'attaquer jusqu'à ce qu'il cesse de se régénérer. Cependant, alors qu'Ornest poignarde Gloria à la poitrine, celui-ci éclate de rire, car Ornest vient de commettre la pire erreur possible. Il attrape la lance et la retire de sa poitrine, expliquant que sa magie hérétique du sang lui permet non seulement de régénérer son corps avec son propre sang, mais aussi de devenir plus forte à mesure qu'il subit des dommages. Gloria frappe alors Ornest, qui se rend compte qu'il est vraiment beaucoup plus fort qu'il ne l'était quelques instants auparavant. Pour aggraver les choses, Gloria est capable de créer n'importe quelle arme à partir de sang. Alors qu'Ornest est étourdi, il fait apparaître un fouet, l'attrape par la jambe, le propulse dans les airs et le projette violemment au sol. Ornest est alors hors d'état de nuire, et Gloria éclate d'un rire viril, car cela fait longtemps qu'il n'avait pas battu quelqu'un d'aussi fort qu'Ornest. Il s'est bien amusé, mais il estime qu'il est temps d'en finir avec Ornest. Cependant,
Orneste refuse de se laisser abattre si facilement, alors il se relève et invoque sa lance à ses côtés. Mais au lieu de l'attraper, il la laisse voler vers Gloria. Gloria parvient à l'esquiver, car il s'attendait à ce qu'Orneste tente quelque chose, mais il ne s'attendait pas à ce qu'Orneste réduise la distance et commence à lui donner des coups de poing au lieu d'utiliser sa lance. Il y a quelques années, lorsqu'Orneste et Alec étaient à l'école ensemble, ils devaient se battre en duel un jour. Au cours de leur combat, Orneste lâche accidentellement sa lance, qui vient se planter dans un mur, mais cela ne l'arrête pas et il charge Alec à coups de poing. Cependant, le combat est interrompu par la directrice, furieuse qu'ils aient abîmé le mur. Orneste et Alec sont donc contraints de passer le reste de la journée à le réparer ensemble. Une fois qu'ils eurent terminé, Alec complimenta Orneste pour sa stratégie géniale de plus tôt dans la journée, car il ne s'attendait vraiment pas à ce qu'il lâche son arme de cette façon. Les techniques telles que les épées magiques épuisent constamment le mana, donc créer une distraction comme celle-ci est incroyablement efficace. C'était un accident de la part d'Orneste, mais il ne voulait pas l'admettre, alors il a fait semblant de l'avoir fait exprès à ce moment-là. Mais maintenant, il le fait vraiment exprès. Il ne peut pas utiliser de sorts offensifs comme Alec, de magie de soutien comme Yora ou de sorts de guérison comme Krasia, mais quand il s'agit de combats rapprochés, presque personne ne le fait mieux que lui. Et même si Gloria devient plus forte à mesure qu'il saigne, il n'aura qu'à continuer à le surpasser, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de magie pour se régénérer. Cependant, alors que Gloria est allongée sur le sol, il se remet à rire, car il n'arrive pas à croire qu'Orneste soit assez naïf pour penser qu'il peut vaincre la magie avec sa force physique. Pour prouver sa supériorité, il prévoit de montrer à Orneste la véritable étendue de la magie en invoquant un être connu sous le nom d'Anse. Pendant ce temps, à la guilde, Leviel est en réunion avec l'orgue pour discuter de certaines choses, mais l'orgue est trop occupé à engloutir toutes les friandises disponibles pour y prêter attention. Leviel lui demande s'il est vrai qu'il a choisi Alec pour devenir son partenaire de raid, et Lure le confirme. Il ajoute également que cela ne devrait poser aucun problème au niveau du règlement de la guilde, puisque le groupe d'Alec a récemment été promu au rang S. Il avait entendu les rumeurs selon lesquelles le mage aux 5 couleurs venait à Fizizel, et il avait très envie de le rencontrer en personne, car il est presque inconcevable qu'un mage soit capable d'utiliser tous les types de magie. Bien qu'il ne puisse garantir que les rumeurs concernant Alec soient vraies, Liviel est d'accord avec l'orgue sur ce point, car c'est le genre d'homme qui ne peut croire pleinement à quelque chose tant qu'il ne l'a pas vu de ses propres yeux. Il a du mal à croire qu'Alec et son groupe aient vraiment établi le record du donjon il y a toutes ces années à Galdana, mais il sait que Yora et les autres ne sont pas du genre à mentir sur leurs exploits, donc les rumeurs sont probablement vraies. À ce moment-là, Marbelle arrive à la recherche du maître de guilde, avec une terrible nouvelle. Elle l'informe qu'Olivia s'est enfuie et s'est rendue dans le donjon dans le but de se venger. Leviel est très inquiet, mais Marbelle lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car Alec et les autres sont déjà partis à sa recherche. L'orgue est soulagé d'entendre cela, mais le maître de guilde est toujours aussi inquiet, car il doit désormais s'inquiéter pour Alec et son groupe en plus d'Olivia. Il avait prévu d'attendre le bon moment pour tendre une embuscade à la guilde de l'ombre afin de l'éliminer une fois pour toutes, mais ce plan est désormais ruiné. Il termine par prendre des mesures pour limiter les dégâts, mais avant cela, il a une question à poser à Marbelle. D'après ce qu'il a personnellement observé, il semble qu'Alec ne soit capable d'utiliser que la magie du feu et de la foudre, mais il veut connaître l'avis de Marbelle à ce sujet. Elle répond qu'en ce qui concerne la magie offensive d'Alec, elle pense qu'il s'est limité à ces 2 éléments pour une raison quelconque. L'orgue se demande si cela signifie que les rumeurs selon lesquelles il serait capable d'utiliser les 5 éléments sont fausses, mais Liviel a le sentiment qu'Alec cache simplement ses véritables capacités. Quoi qu'il en soit, c'est une question à régler un autre jour. Pour l'instant, il prévoit de rejoindre Alec et les autres dans le donjon, car si son intuition est bonne, celui-ci devrait actuellement regorger de monstres en tout genre. Pendant ce temps, dans le donjon, Orneste est face à un rayon mortel et ne peut rien faire pour l'éviter, mais à la dernière seconde, Alec apparaît et renvoie le sort vers Gloria. Alec demande à Orneste s'il va bien, et Orneste n'a jamais été aussi heureux de le voir, car il pensait vraiment qu'il était fichu à cet instant. Krasia et Olivia les rejoignent rapidement et demandent à Alec s'il a déjà réussi à vaincre Gloria, mais malheureusement, à travers la fumée, il voit que Gloria est toujours debout et indemne. Olivia reconnaît sa magie du sang et sait qu'elle est difficile à contrer, alors elle propose d'aider Orneste à le vaincre, mais Orneste répond qu'ils ont des problèmes plus importants à régler pour le moment. Il leur dit qu'il y a peu, Yora a été kidnappée par l'un des sbires de la guilde de l'ombre et Mélie, et qu'il ne sait pas ce qu'ils lui veulent, mais qu'ils l'ont appelé par son nom. Il a entendu les membres de la guilde de l'ombre dire qu'il la cherchait depuis un certain temps. En ce moment, ils emmènent Yora au cœur du donjon, et il ne sait pas ce qu'il compte faire là-bas, mais cela ne présage rien de bon. Krasia commence à soigner certaines blessures d'Orneste et demande à Alec de rester ici avec lui pour combattre Gloria pendant qu'elle et Olivia partent à la recherche de Yora. Mais Gloria refuse de les laisser faire et lance une nouvelle salve de rayons mortels. Cependant, Alec les renvoie une fois de plus vers lui,
créant un nuage de poussière qui sert de couverture parfaite à Olivia et Krasia pour se faufiler. Olivia parvient même à renvoyer la lance d'Ornest vers lui, et Gloria est furieux que d'autres s'immiscent dans son combat, mais alors qu'il s'apprête à attaquer à nouveau, il tombe soudainement à genoux, épuisé. Ornest est soulagé de voir cela, car cela signifie que toute la magie que Gloria a utilisée commence enfin à le rattraper, et s'ils peuvent continuer à lui mettre la pression comme ça, il finira par manquer de mana pour se soigner. Au même moment, Levial, Lorg et Marbel se précipitent tous ensemble dans le donjon, et Levial leur dit qu'il pense que les cultistes démoniaques sont derrière tout cela. Il s'agit d'une secte au sein de la Guilde de l'Ombre qui vénère les démons, et parmi eux, il faut être particulièrement prudent avec ceux qui ont un sceau sur le corps, car ces types se moquent complètement de ce qu'ils doivent sacrifier en échange de leur puissance. Pendant ce temps, du côté d'Alec et d'Ornest, Gloria se rend compte qu'il est acculé, alors il décide de tout miser et active son sceau magique. Le sceau lui confère une puissance et une force physique écrasantes, à tel point qu'il parvient à surprendre Ornest et à lui mordre l'épaule avant même qu'Alec n'ait le temps de réagir. Une fois qu'Alec comprend ce qui se passe, il tente de frapper Gloria avec un sort de foudre, mais Gloria bondit immédiatement en arrière et l'esquive. Il est bien trop rapide pour qu'Alec puisse le viser et le toucher proprement, alors Alec renonce complètement à viser et lance simplement un sort de foudre à large portée. Gloria est pris dans la zone d'effet, et pendant un instant, Alec pense qu'il a peut-être infligé suffisamment de dégâts pour le vaincre. Mais Gloria se remet à sourire et dit que toutes les tentatives d'Alec sont féodales. Dans cet état, il peut constamment recharger son mana en utilisant son sang, et Alec n'a aucune chance d'épuiser ses réserves avec des attaques aussi insignifiantes. Gloria commence à lancer coup après coup sur Alec, qui parvient à ériger un bouclier à temps pour les bloquer, mais à ce rythme, Gloria ne tardera pas à le percer. La barrière d'Alec finit par être détruite, mais alors que Gloria s'apprête à l'achever, il remarque qu'Ornest n'est plus derrière Alec. À ce moment-là, nous voyons Ornest se faufiler derrière Gloria. Cependant, Gloria le remarque à temps pour bloquer son attaque surprise, et grâce à son physique amélioré, il est bien trop rapide et fort pour qu'Ornest puisse le suivre dans son état blessé. Gloria commence à se moquer de lui reprochant d'avoir l'audace de se qualifier de génie alors qu'il n'est qu'un inconnu qui a passé toute sa vie à se reposer sur ses lauriers parce qu'il était un gros poisson dans un petit étang. Après la raclée que Gloria lui a infligée, Ornest est couvert de sang et de bleu, et même si Alec veut l'aider, Gloria se tourne vers lui et lui dit qu'il ferait mieux de rester en retrait s'il ne veut pas qu'Ornest meure sur le coup. Cependant, pendant que Gloria se concentrait sur Alec, Ornest a réussi à reprendre ses esprits et à se positionner pour poignarder Gloria à la poitrine avec une attaque chargée de flammes. Ce faisant, il repense à sa jeunesse, lorsqu'il s'entraînait souvent avec son frère aîné. Son frère était bien meilleur que lui à la lance, et Ornest trouvait très frustrant que son frère le batte toujours sans même essayer. Il consacrait tout son temps libre à s'entraîner au maniement de la lance afin de pouvoir un jour vaincre son frère. Un jour, tard dans la nuit, son frère l'aperçut par hasard en train de s'entraîner. Il était fier des efforts qu'Ornest déployait pour le rattraper, mais il souffrait d'une maladie mortelle qui le faisait cracher du sang, et il savait qu'il n'en avait plus pour longtemps à vivre. Cependant, il ne voulait pas qu'Ornest découvre son état, alors il s'éloigna rapidement lorsqu'il fut repéré. Peu de temps après, l'état de santé du frère d'Ornest devint trop grave pour qu'il puisse le cacher, et Ornest fut dévasté lorsqu'il l'apprit. Il cria que son frère ne pouvait pas mourir puisqu'il n'avait pas encore eu leur revanche, mais son frère lui répondit qu'il n'y avait pas besoin de revanche car il savait déjà qu'Ornest allait devenir le plus grand lanceur de javelots au monde. De retour au présent, Ornest perce un autre trou enflammé dans le corps de Gloria, tandis que Krasia et Olivia se dirigent vers le cœur du donjon afin d'intercepter Mélie, et Olivia se prépare émotionnellement à enfin l'affronter. Au même moment, Mélie et le membre de la Guilde de l'Ombre viennent d'arriver à la porte menant au fond du labyrinthe, et lorsqu'ils l'ouvrent, ils découvrent un escalier menant jusqu'au cœur du donjon. Le membre de la Guilde de l'Ombre est très excité et se précipite vers le cœur du donjon, car il adore ce genre de choses. Il le retire du piédestal et le tient devant son visage, car il n'arrive pas à croire qu'il ait enfin mis la main dessus. Mais pour une raison quelconque, Mélie le regarde avec un pur mépris dans les yeux. C'était la fin de l'épisode 9. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.